Tout est pay-per-view. Review. Les sommeliers de la lutte. Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 97e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard et là, vu que c'était Survivor Series et qu'on a ramené le OG Bloodline, et bien pour cet épisode, on ramène le OG Sommelier de la lutte, Monsieur Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va toujours bien, toujours très bien. Ben c'est ça, je suis de retour pour un review, retour et commentaire sur Survivor Series 2024. À dire que, en partant, tout de suite, ça fait quoi, un mois et demi peut-être, un mois et demi que j'ai rien écouté. Moi, quand j'ai décidé que je déconnectais tout. Fait que j'ai vraiment, ça fait du bien quand même, une pause. Ouais. Puis je te dirais que ça n'a pas été facile à regarder Survivor Series. De un, c'est pas le meilleur show, à mon avis. Ouais. Puis j'étais pas encore rendu là dans mon processus de lutte, là, de retourner dedans, mais c'était le fun quand même à regarder, de remettre dans les histoires. Puis j'ai des belles découvertes, des belles surprises, en fait. Une belle surprise, c'est plus ça. Ouais. Là. Bon. Ben écoute, on est content de te revoir. Puis en même temps, ça nous permet d'avoir des nouvelles de toi, hein, parce que, écoute, c'était un départ un peu surprise pour tout le monde. Puis évidemment, tout le monde on a reçu que des bons commentaires, des gros remerciements que les gens t'ont envoyés. Plein de merci pour les plus de 90 épisodes que tu as fait. Gros merci également des épisodes où cet été, j'étais moins là parce que j'avais des dégâts d'eau. Fait que les gens, on t'envoie beaucoup d'amour, te remercie pour tout. Et on dit également, tu sais, l'important c'est d'aimer ça, à faire ça. Fait que tu sais, t'avais plus le feu sacré. Fait que c'est bien correct, les gens. Et ils sont bien contents de te revoir, mais ils sont également très compréhensifs de la situation. Fait que, Le monde sont fins, ils sont gentils. Te donnent tout l'amour qu'ils ont écrit dans tous les commentaires depuis qu'ils savent ton départ. Et vous êtes smart, la gang. yes, très cool. Et justement, dans les... je pense que on fait tout un petit sondage sur la chaîne YouTube après les pay-per-view pour savoir comment les gens ont trouvé ça. Et ça varie. Fait qu'on est à 71%, les gens ont fait bon, avec un pouce, mais 29% ont fait correct. Fait que pas dégueulasse, mais correct. OK. Fait que... puis je pense aussi que c'était un pay-per-view qui était très orienté vers les histoires. Fait que pour quelqu'un qui ne suit pas nécessairement les histoires comme toi depuis un mois, ça a dû être plus complexe et plus... tu sais, on dirait que le seul plaisir qu'il y avait, c'était à suivre qu'est-ce qui se passait dans le côté storyline. Ce qui était vrai pour le dernier match avec le Wargame pour hommes, mais j'ai l'impression que même le Wargame pour dames, du côté féminin, on va en reparler anyways, mais j'ai l'impression que même si c'était plus story-driven, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, il n'y a pas de guillemets à mettre là, même si c'était plus story-driven, c'est comme si les histoires étaient tellement loin une de l'autre. Il y en a quelques-unes qui s'entrecroisaient comme Rhea et Liv, mais comme on dirait, c'était dur d'avoir une belle synergie, j'ai l'impression, dans l'histoire de tout ça. C'est l'impression que j'ai avec l'œil extérieur que j'ai maintenant. Là. Effectivement, puis je pense aussi que cette espèce de match-là était un peu si on explique dans les previews, on a juste pris toutes les gentilles contre toutes les méchantes, sans vraiment plus ou moins prendre conscience des différentes histoires qu'il y avait. Là, ça a été moins bien ficelé que, mettons, la Bloodline, que c'est une histoire qui est vraiment écrite à très long terme. Là, on a plus ramassé toutes les gentilles, toutes les méchantes, parce qu'on voulait un wargame féminin, mais on l'a moins bien écrit que tout le reste. Fait que je pense que ça s'est apparu également dans le côté storyline du match. Mais bon, rentrons pas plus loin dans notre analyse, parce qu'on va y venir éventuellement. Toi, de ton côté, tu fais quoi de bon présentement dans la vie? Mais moi, je reviens aujourd'hui même, là, au moment où on se parle, là, ça fait comme 2 heures que je suis revenu à la maison. Une tournée de 2 semaines au Nouveau-Brunswick. J'ai fait des ateliers d'humour dans les écoles. J'ai fait des 4e années jusqu'à la 12e année, ce qui équivaut à un secondaire 13 au Québec. Là. Parce que à l'extérieur du Québec, je pense que je l'ai déjà dit 1000 fois ici, là, c'est comme dans le reste du monde, c'est-à-dire maternelle à 12e année. Donc, j'ai fait des secondaires, j'ai fait des plus jeunes, des plus vieux. Des ateliers d'humour que j'ai donné. J'ai aussi fait
fait des spectacles corporatifs. J'ai donné des ateliers aussi. Un nouvel atelier que je donne sur le service à la clientèle que j'ai un peu remodelé. Donc, c'est pas exactement ce que je faisais avant. Mais bref, j'ai donné aussi un atelier à une gang d'orthophonistes. Donc, c'était très, 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 très plaisant. 2 grosses semaines chargées. Beaucoup de routes au Nouveau-Brunswick, mais quand même bien plaisant. Fait que merci à toute la gang, tous les jeunes. Les jeunes sont tellement créatifs, sont plus bright que ben du monde. Ben, du Plus monde. que moi, en tout cas. Sont créatifs, sont vraiment bright. J'adore ça. Très cool. Écoute, moi de mon côté, c'était un de mes gros événements pour la job. Hein, j'ai commencé à travailler. Tu retournes dedans fort. Hein? Je tourne dedans, Tu manques écoute, je pas. saute plus que dans l'eau chaude, je saute direct dans le volcan. Fait qu'on était à une semaine de l'événement quand je suis revenu. Et c'est moi qui gérais l'entièreté de la régie, de la réalisation du show en tant que tel. Et c'était le bal du maire de la Fondation Jeune en Tête qui se passe au Château Frontenac. 3 salles en même temps que je fais Rien rouler. de moins. Ouais, c'était Wow. intense. Et bien aimé ça, cependant. Tu sais, ça fait changement de bébé quand même, retourner dans Oui. le feu du travail. Et Te sentais-tu comme Vince McMahon à WrestleMania? Je pense que c'est 2 ou 3 où il y avait plein de stades différents où il fallait qu'il gère plein de tech en même temps. Non? ben, c'est un peu ça, mais j'étais plus rodé, je pense, que WrestleMania 2. Ça a mieux été quand même. Ok, quand même. On voyait ça aussi un peu moins grand. Fait que le tout se faisait en duplex non-stop, mais j'avoue Ok. que faire de la lutte en duplex, ça doit être. C'est pas évident. C'est Oh, pour ça que ça n'a pas c'est- marché WrestleMania. Mais Ben oui. faire de l'animation en duplex, ça marche mieux. Fait que, on avait un jeune qui animait avec Mariam, qui est une chanteuse, entre autres, dans le coin de Québec. Fait qu'un gros merci aux 2 animateurs et animatrices qui ont accompagné là-dedans. Et toute l'équipe technique, évidemment, de Go Productions. Et on a réussi à faire la somme nette, là, toutes les dépenses payées, là, de 1 million de dollars pour Wow, la santé mentale bravo. des jeunes qu'on a ramassé avec cet événement-là. Fait que c'est quand même incroyable. Bravo. Très, très cool. Et un gros merci au maire Bruno Marchand qui chapeaute l'événement. Ben oui. Et, évidemment, c'est toujours plaisant à faire et tous les gens qui sont dans la salle, ben évidemment, sont plus aisés, sont plus fortunés, mais sont également très Très généreux. cool. Ça veut pas dire que t'es pas généreux quand t'es riche, au contraire, t'as encore plus de possibilités de l'être. Donc, gros merci à tout le monde. Et, ça fait le tour de ça, moi, dans ma vie, c'était pas mal ça. Et là, ben, il est revenu dans la lutte le lendemain, moi et tout. C'est retombé dedans, je suis revenu. Alors, bon, ton. Je finis mon démontage le samedi matin, puis le samedi soir, c'était Survivor Series Wargame. Tiens, toi. Quelques petits commentaires, sinon, du côté du public. Évidemment, je t'ai partagé déjà tous les beaux mots que tu as reçus, mais contrairement Oui, merci. les derniers épisodes, on a également Ramirez qui nous dit qu'il a vraiment aimé la dernière review du côté de Full Gear que j'ai fait avec les gars de Let's Play, donc Johnny Play, Oui. ainsi que Tony Tailgate. Fait que c'était le fun selon lui. Fait qu'il il nous dit un peu ce qu'il a pensé de ce show-là. Selon lui, Fletcher, il s'en va direct à une victoire au Continental. Fait que c'est ce qu'il croit qui va arriver du côté de la All Elite Wrestling. Puis sinon, on a Kevin également qui, à l'intérieur même du questionnaire, nous a dit lâche pas, j'ai découvert le podcast depuis un bout et j'adore les prédictions que vous faites. Ça nous fait une tête sur ce que d'autres peuvent penser. Alors, j'adore ça. Très nice. Et il s'attendait également un peu plus du Wargame féminin. Fait qu'un peu comme toi, il était déçu. Hein? Il a trouvé que Nia Jax, elle a pas bien aidé ce niveau de la lutte. Puis l'affaire commencé également, c'était quand même un choix audacieux de la part du booking. Oui, quand même. Fait que- Mais on s'est aussi contre Bayley, ils ont déjà eu un match à WrestleMania, à SummerSlam, ensemble. Donc, techniquement, la chimie est supposée d'être là. Et c'était pas ça. C'est correct. Mais je pense que ça n'a pas été ma pire cependant, Nia Jax pendant ce match-là. Moi, j'ai Non, moi non pas plus. beaucoup apprécié Naomi et son travail mou en général. Je suis Fait que- d'accord. On va y revenir quand on sera dans le feu du sujet. Mais avant toute chose, écoute, Oui. on t'a, fait qu'on va en profiter pour faire le classique. Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux? 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 Le dernier que je vais faire cette année, ça c'est Ouais. assuré. Quand je serai réinvité au podcast, à l'occasion, je referai un autre et je Ouais. chanterai ou crierai. J'utiliserai ma voix un peu trop rauque pour dire ces doux mots. Qui le fait mieux? Cette semaine, qui le fait mieux? Je me suis inspiré du liquide. Ok. L'or du Québec, du Canada, celle qui est exploitée un peu partout, dans le nord, dans le lac, l'eau douce. Et les lutteurs l'utilisent beaucoup aussi, avec un mix d'huile à bébé. Et l'entrée
avec les cheveux mouillés. Qui le fait mieux entrer avec les cheveux mouillés? J'ai pris 3 lutteurs très distincts qui rentrent avec les cheveux mouillés de 3 générations différentes. Le premier, Adam Cole. Je pense que c'est assez évident. Je pense que Boom, it's all about the Boom. Je pense que c'est très évident qu'il se plonge la tête littéralement dans le Saint-Laurent avant de rentrer. Je trouve ça bizarre qu'il rentre pas avec un petit peu d'eau brune sur le bord. Mais en même temps, avec son. Ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est pas du spray tan qu'il met. Il se lance directement dans le fleuve Saint-Laurent puis il sort de là tout brun. Ouais. Le deuxième, le OG. Classique. Le gars qui fait pas juste se mouiller les cheveux, mais qui en calisse sur tout le monde. Paul Levesque, Triple H, bien évidemment. Je peux pas passer à côté de lui quand on parle d'eau et d'entrée. Et encore plus, le OG des OG, celui, je pense, qui était un des premiers à le faire, Monsieur Bret Hart. Les cheveux mouillés. Et les lunettes. Et les lunettes, oui, ça. Ouais, tout mouillé, rendu là. Il faisait un peu de drogue avant de rentrer, puis il rentrait avec je sais pas si la sueur aussi. Je sais pas si Bret Je sais a pas, fait tant que ça. pas. Il avait peut-être un clean quand même. Je pense qu'il faisait des gamins comme tout le monde pendant au début. Plus mais... tout le monde autour de lui qui en faisait beaucoup trop. Anyways, bref, qui le fait mieux entrer avec les cheveux mouillés? Adam Cole, Paul Levesque, Triple H ou Bret Hart? D'après toi, Maxime, qui le fait mieux? Écoute, ben avant de savoir tes 3 noms, j'avais un nom en tête, fait que je me doutais qu'elle allait être là, et comme c'est celui que j'ai associé, les 2 autres m'ont pas convaincu, malgré un bon résumé de pourquoi il le faisait, mais je vais y aller avec Monsieur HHH, Paul Levesque, qui a l'entrée, pour moi très iconique quand même, Je pense que oui. Qui a été repris à plusieurs manières également, dans le folklore, dans la pop. Il y a des joueurs de football après la célébration de toucher, font également le pitch Léo dans les airs. En improvisation, je l'ai déjà vu également, des gens qui rentrent et qui font ça. Fait que, écoute, ça a brisé la barrière de la lutte. Fait que des fois, quand les choses deviennent mainstream, ben, c'est parce que ça marche à quelque part. Et je pense que c'était un look qui avait bien également, Monsieur Levesque. Fait que, comme un autre truc qui a brisé la barrière, le yes, j'y vais avec Triple H de mon côté. Toi? Même chose de mon bord. Je pense que l'utilisation de l'eau, pas juste pour ses cheveux, mais pour sa gueule aussi, pour tout l'ensemble de l'œuvre, je pense que c'était très très bien utilisé. Un peu comme c'est les Guns, on le sait bien, mes préférés, utilisent aussi pour faire des petits fusils à l'eau là, avec leur bouche. Fait que je pense que belle façon d'utiliser aussi de cette façon-là. Fait que Triple H, dites-nous, vous, en commentaire, qui le fait mieux? Est-ce que c'est Triple H? Est-ce que j'ai oublié un nom, là, quelqu'un qui rentre avec les cheveux mouillés, genre Baron Corbin, dans le temps qu'il lui restait 3 cheveux sur la tête? Est-ce que c'est lui qui rentrait le mieux avec les cheveux mouillés? Drew McIntyre le fait. Qui d'autre? Dolph Ziggler le faisait de temps en temps. Sinon, le Shield au complet le faisait à un moment donné. Donc, laissez-nous savoir, d'après vous, qui le fait mieux? Écoute, quand tu peux voir ton regard à travers les cheveux reluisants d'un lutteur, c'est comme ça que tu sais que t'es en amour avec lui. Ça, c'est l'ajout d'un peu d'huile à bébé là, qui fait cet effet-là. Mais on est ici pour évaluer un review du Survivor Series War Games qui était au Canada, un beau drapeau du Canada direct sur le logo. Et on va commencer ça tout de suite avec le classement du pot des prédictions des sommeliers de la lutte. Et merci encore à tout le monde qui participe et comme toujours le top 3. Et là, je pense qu'on s'enligne avec peut-être un nouveau roi, ou en tout cas, il chauffe dans le coup de la reine Elisabeth. Parce que on va commencer avec la troisième position. Eh bien, on a Pierre, The Wiser Man, Gastonguay, Pierre, remporté en troisième position, cette étape-là, à 49 points. Ouais, c'est ça. Ensuite, à 52 points, on a Phil Byrne, toujours présent dans les questionnaires de la WWE, fait que 52 points. Et la moyenne pour ça, c'était quand même 48 points. Donc, vous êtes au-dessus de la moyenne, les deux. Mais la personne qui a gagné, elle défonce cette moyenne-là. Elle l'augmente également. Vraiment une coche au-dessus. Une grosse coche au-dessus. La tête au-dessus de l'eau de plusieurs pieds. Et c'est Johnny Play qui remporte encore une fois. Je pense que c'est son deuxième de suite qui remporte. Fait que, écoute, il est en feu. Il a remporté celui de la All Elite Wrestling. Il remporte cette fois-ci celui de Survivor Series. Fait que félicitations Johnny, qu'on a eu au dernier podcast, le review de Full Gear 2024.
Fait que si vous voulez aller le voir, il est là. Puis il connaît sa lutte ces temps-ci. Moi, ça va moins bien ces temps-ci. Plus dans le fond que C'est moins ça. C'est moins ça. Fait que veux-tu? Prochain questionnaire, évidemment, ce sera pour World's End. Donc, à la fin décembre, on vous y attend pour la All Elite Wrestling. Il n'y a pas de pay-per-view pour la WWE pour finir l'année. Il y a un événement spécial. Il y a comme un événement spécial, mais il y a eu 2 matchs d'annoncés. Fait que c'est bizarre de faire un questionnaire sur ça. Mais oui, c'est Saturday Night Main Event. Ah, ok, oui, il y a NBC qui va. Ouais, un show spécial à la télé. C'est un show spécial. Avec Cody et Kevin Owens en main event. Exact. Et la première Cody championne. On va voir. Cody Hill, selon KO, effectivement. Et on va commencer tout de suite ce retour sur ce show-là, Survivor Series War Game, avec le pre-show. Écoute, le pre-show, il y a eu 9 capsules. Fait que 9 capsules spéciales. C'est plus que dans d'autres pre-shows. C'est quand même un pre-show de 2 heures. Fait que c'était quand même long. Parmi les bonnes capsules, je pense historique du War Game, c'est quand même le fun. Si tu connais pas ça, t'es comme cool, c'est Dusty Rhodes qui a inventé ça, pourquoi il l'a inventé, dans quel but il veut qu'on fasse ces matchs-là. Fait qu'il y avait ça. Le top 10 des meilleurs moments de War Game, bon, là, ça c'est bien subjectif. Fait que, on a coupé le Montreal Screwjob. On a coupé ça, effectivement, parce que ça a l'air que ça n'était pas un moment marquant de Survivor Series. Ça a l'air. Ensuite, bien aimé aussi quand ils font leur petite vignette où les lutteurs commentent leur ancien match. C'est comme plus ou moins kayfabe aussi. Fait que y en a qui essaient de le rester, il y en a qui sont plus genre dans leur analyse de ouais, à ce moment-là, tout ça. Fait que ça, j'aime bien ça, voir ça, ces vidéos-là. Des petites entrevues backstage, on a eu Braun, on a eu Gunter, on a eu Ludwig, on a eu une entrevue avec un fan de Vancouver qui vient tout le temps. On a eu également des segments New Day parce que c'est les 10 ans à Raw qui va être aujourd'hui si j'arrive à le sortir lundi. Sinon, c'était hier, les 10 ans de New Day. Fait qu'on a eu des petits segments là-dessus. J'ai l'impression qu'on va arrêter à 10 ans, hein, d'après ce que j'ai vu. Ça s'en vient, là, d'après moi. D'après moi, le 10 ans sera un point d'exclamation, mais négatif. On a également eu, ça j'ai bien aimé ça, une vignette backstage du retour de CM Punk, 0 kayfabe également. Fait qu'on voyait vraiment les lutteurs en eux-mêmes qui allaient voir qu'est-ce qui se passait. On voyait même les gens se faire des accolades au retour de CM Punk après. Fait que ça c'était le fun, comme petite vidéo coulisses. Quelque chose qu'on n'avait vraiment pas avant à l'époque Paul Lévesque. Et sinon, on avait des petites vignettes drôles de Dream Team. Ça c'est quoi votre Dream Team d'un Survivor Series? Fait que différentes personnes répondaient à ça. Mais sinon, ça se manque bien, ce pre-show-là. Mais c'était le live, t'es comme, ça occupe le temps en background pendant que je fais d'autres choses. Je fais de la popote, le temps de me préparer. Je commande ma pizza. Ouais, je commande ma pizza. C'est quoi qu'il était tôt quand même cette année? Ça commençait. Oui. Comment c'est tôt, ce War Game, ce Survivor Series-là? C'est l'heure de l'Ouest, hein? Exact, l'heure de l'Ouest, on est à Vancouver. Mais eux, c'était encore plus tôt, c'est ça le problème. Fait que, en tout cas, je sais pas. C'est vrai, c'est dans l'autre sens. Ouais, fait que les autres, ils étaient 1 heure, genre, probablement, quand tout ça se faisait. Ok. Fait que, tout le monde s'est couché tôt. C'est ça. On commence ce Wargame-là avec, d'abord, en montrant les règles du Wargame. Fait que tout efficace, hein, nous remontrer comment ça marche, ce style match-là. C'est quand même un peu compliqué. Fait que peut juste gagner par soumission, par pinfall à chaque 5 minutes. 5 minutes les 2 premiers, ensuite à chaque 3 minutes, ça arrive. Bon. Écoute, c'est les règles, fait que c'est bien qu'il fasse ces petits tableaux-là. Au moins on peut faire... Puis, Tamatonga aurait dû le lire avant de rentrer dans le match parce qu'il a essayé de faire un pin très tôt dans le match. Puis ça effectivement, écoute, ça a été bien rattrapé quand même, mais oui, effectivement, il aurait dû le lire. Puis moi, sinon, j'aimerais que la All Elite s'inspire, juste pour comme, tu sais, les règles officielles d'un match tag team, c'est qu'il y a juste besoin d'une personne légale par match. Tu pourrais mettre des gros trucs comme ça avec cette règle-là en gros d'un match tag team. Fait que, écoute, si jamais l'Elite nous écoute, vous pouvez vous inspirer de ça. Ils sont à un mot d'avoir des bons matchs de tag team. Mets Tornado dans le titre. Oui, mets Tornado. On va arrêter de chialer, asti. Exact. Et on commence justement avec le Wargame féminin. Donc, plein de madames gentilles contre plein de madames méchantes. Parmi les entrées, écoute, je remarque que Naomi a un chapeau de fête parce que c'était sa fête. C'est sa fête! Écoute, si tu kayfabe dire que c'est ta fête quand t'es lutteur, je demandais ça. Si c'est pas la date, oui. Si c'est ta date, non. C'est ça. Le kayfabe. Exact. J'étais comme... Je sais pas si c'est comme... je sais pas. Moi, dans ma tête, on s'en foutu que c'est ta fête, mais bon. OK. Elle avait son petit chapeau bravo de fête. pour elle. OK. Faut pas être cynique non plus. Il y a du monde qui adore fêter leur fête. Peut-être qu'elle, c'est le genre de personne qui fête sa fête pendant une semaine. Ça existe, ça. C'est vrai. Je suis pas d'accord, mais ça existe. C'est vrai. Mais tu sais, j'étais comme... Si au moins on l'aurait utilisé, mais non. C'était juste
Parce qu'elle Ah, voulait ok, c'est souligner juste que c'était souligné. sa fête. Ouais, c'est vrai. Fait que, Elle c'est a pas, même je suis pas comme, utilisé je pense que c'était pas kayfabe, sa fête. Mettre le chapeau sur Raquel, genre, puis tirer la petite élastique. Exact, là, quelque chose. Ça aurait été ouais. drôle, là. Ouais. Fait que, sinon, on a, écoute, Rhea Ripley, qui, elle, arrive pas avec un petit chapeau, mon Dieu. mais arrive avec un nouveau personnage, genre, Quel beau nouveau masque. personnage. Même personnage, mais tu sais, au lieu d'avoir juste un petit masque à la Cody À la Rhodes, Cody dans le temps. Ouais, c'est on ça. en a un peu plus Gâché. à la Finn Balor, je dirais. Ouais. Mais hey, ça lookait. Puis, écoute, j'ai compté ça comme une entrée spéciale parce que c'était très loin. Oui, c'est un Je le costume, mais c'était quand même très loin du personnage Je le normalement qu'on a de Rhea Ripley. Puis, tabarouette que ça y faisait bien. Fait que, écoute, Gros c'est- look. Gros look. Écoute, pour quelque chose qui est une blessure, là, elle t'a rocké ça, ce look-là. Ça lookait vraiment beaucoup. Et on commence ce match-là, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, entre Bayley et Nia Jax. Bon, Bayley, on le sait, hein, et c'est un classique quand c'est un long match. Un Royal Rumble ou un Wargame. C'est Ouais. souvent Bayley qui commence les matchs parce que elle est fiable in ring. Mais Nia, écoute, ça a été un peu difficile. Tout le long, c'est très Nia qui domine ces 5 minutes-là. Fait différents mouvements où puis Bayley bombe pas mal. Et écoute, c'est-tu mémorable? Pas vraiment, ce petit bout-là. Eh. Ensuite, on a Bayley. Oui, pendant ce petit moment-là, on a Bayley justement qui avait comme une espèce de paulette, là, genre en cuir avec des petites tacs. Elle l'a enlevé, puis elle fouettait Nia Jax. C'est quelque chose que je n'avais pas vu. Genre, tu sais, fouetter avec son linge quelqu'un. Fait que je l'ai mis dans mes trucs. Ensuite, on a Naomi qui arrive avec un kendo stick, la première de l'équipe des gentils qui rentre. Un kendo stick qui glow, puis un siège de toilette. Fait que là, j'étais comme, un siège de toilette, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire un stink face. Le move que j'aime pas beaucoup de Naomi, mais bon, qu'elle aime ça. Mais sa face, son cul d'en face de Nia Jax, avec en plus un bol de toilette autour de la tête. Écoute, J'aime mieux l'utilisation du siège plus tard. Je pense que c'est Rhea là, qui s'en donne à cœur joie sur le dos de quelqu'un d'autre et le siège revole en éclat. J'aime mieux cette utilisation-là que le Sting Face. J'ai l'impression que c'est un genre de gages qui sont faits entre elles, de faire comme t'es pas game d'apporter un siège de toilette dans le match. Naomi a fait comme ok, me dérange pas, puis elle l'a fait. J'ai l'impression que ça sonne comme ça. Ouais, ben en tout cas, écoute. Je vois pas le plus. Non, mais je vois pas le plus, mais en même temps, c'était sa fête. Fait que c'est son cadeau de fête qu'elle s'est fait elle-même. Ok, ouais, c'est sa fête, t'as le droit. Ben oui. Okay. Droit. Fait que, écoute, je sais pas. En tout cas, c'est un booking peut-être un peu plus pour les gens qui aiment ce genre d'humour-là. Et par la suite, on a Candice LeRae qui arrive dans le match. Et là, Candice, quand même un bon 3 minutes. Tu sais, qu'on dit rentabiliser son 3 minutes. Elle est excellente. Elle a bien fait. Fait qu'elle arrive et elle fait, entre autres, un des mouvements. Elle clean un peu le ring et elle fait, entre autres, un des mouvements que j'ai bien aimé. Fait que c'est un mix de Code Breaker, mais elle tombe en senton sur le dos de Naomi. Fait qu'elle attaque du même coup Bayley et Naomi. C'était beau. Vous voyez le visuel en ce moment, c'est super beau. Ensuite, des commentaires aussi pertinents de Cole qui était comment? Ben, je pense que c'est son 3 ou même 4e Wargame. Elle en a fait beaucoup dans NXT il y a quelques années. Donc, cette stat-là est importante de faire comme elle est si tôt dans le match parce qu'elle a de l'expérience dans ce genre de match-là. Fait que c'est une plus-value de la part des commentateurs qui ont fait aussi une très bonne job là, pour mettre de l'emphase sur certaines choses. Fait que tant mieux pour Candice qui est toujours très bonne aussi, très fiable. Ouais. Et elle termine son 3 minutes avec. On place Bayley entre 2 chaises. Et elle fait un Springboard moonsault sur Bayley qui atterrit. Fait que, encore une fois, bien exécuté. Puis j'aime ça parce que on donne pas beaucoup d'offensives à Candice LeRae en haut depuis qu'elle est montée. Et depuis le dernier mois et demi où on l'a mis avec Nia Jax, elle est un peu plus mise de l'avant. Fait que ça, c'est un des bons côtés depuis que tu vois pas, mais que j'espère qu'on va arriver avec quelque chose de plus fun avec Candice LeRae. J'aurais espéré qu'on la voit tout en sang. Vu que c'était quand même un wargame, on aurait pu se permettre. Ouais. Mais non, on n'a pas été juste... Pas une goutte de sang, même pas nulle part. Nulle part dans le show. Écoute, je pense que Dusty Rhodes se revirerait dans sa tombe, mais il comprendrait parce qu'écoute, c'est la WWE. Effectivement, ils font des wargames pas de sang, mais c'est quelque chose que tu n'aurais jamais vu dans le temps. Par la suite, écoute, il y a comme eu des... C'est ça, les chaises, ils rentrent dans le ring avec genre... Je sais pas comment dire. Ils rentrent dans le ring, puis là, on se fait genre des petits coups de chaise, mais tout doux, là, tu sais. Et genre, on les dépose. Tout le monde fait des petits coups de chaise en bébé. T'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'sais, pourquoi vous faites pas des vrais coups de chaise? Donc, après des petits coups de chaise d'enfants à la maternelle qui s'en donnent, ils veulent pas se faire mal, puis ils veulent jouer à la lutte, on a Candice qui clear le ring. Belair ensuite rentre avec la poubelle, un extincteur, une table. Elle servait à juste rentrer du stock.
Sur 3 minutes. Ah, ça a été long. Elle en a rentré du stock. Elle a déménagé, elle, là. Ouais, on a eu cependant un super beau espèce d'Alabama Slam dans le coin avec Candice. Mais beau sell de Candice, encore une fois. Là, tu sais, genre, tu sais, dans le temps, on avait Dana Brooke qui avait de la misère à vendre juste des coups dans le coin. Mais tabarouette, ça regarde la séquence de Candice qui vend un Alabama Slam dans un turnbuckle. Écoute, c'était beau, un beau sell. Prends des notes, oh oui. Ensuite, de l'autre bord, ben, on a Tiffany qui rentre, elle aussi, avec une poubelle. Une poubelle qui a des choses en dedans, mais qu'on le sait pas à ce moment-là. Fait que je pense qu'on a rentré des poubelles avant pour qu'on ait la surprise que dans celle-là, il y avait quelque chose. Fait que j'ai bien aimé ce misdirection-là Oui. de ce côté-là. Tiffany qui fait des beaux coups de coude en cheerleader, entre autres à Bel Air. Fait que c'était le petit segment que j'ai aimé là-dessus. Par la suite, ben, on a Io. Io qui, elle, décide que ça va l'autre bord du Wargame. Et elle sort une poubelle mauve. Elle et tout rentre avec une poubelle. Poubelle mauve dans le ring. L'attache. Grimpe la cage. Se rend en haut. Elle va-tu faire son fameux spot qu'elle a déjà fait dans d'autres Wargames? Mais non, il y a Candice LeRae, encore une fois elle, qui vient essayer de se battre contre elle. Finalement, finit par la descendre. On manque un genre de sunset flip. Il y a Io qui saute d'en haut de la cage. J'aurais dû faire sunset flip, mais bon, on a manqué de... Mais Candice l'a super bien, pas rattrapé, mais elle l'a super bien... c'est pas juste garoché sur le dos. Elle a juste resté là pour être comme, OK, ben on va faire autre chose. Exactement. Clairement, ça a été comme professionnel, là. Ouais. 100%. Comme, mettons 15% parce que quand on revient de la take de caméra où Io s'est rendu compte que ça n'a pas marché dans le premier mot, t'as vraiment Io qui crampé en train de regarder Candice. C'est tellement pur! Et comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, Candice qui doit genre faire OK, nan. Et finalement, on décide qu'on fait un missile dropkick, un super beau missile dropkick de Io Sky pour rattraper ce bump-là, pour un peu sortir Candice de l'équation. Fait que, écoute, j'ai trouvé ça sympathique, tout ça, écoute, même si c'est un petit... j'ai pas compris. Io était du côté des faces, quand je regardais l'entrée, j'étais comme... Pourquoi? Ouais. Quoi? Ben surtout avec Bayley, tu sais, il y a même pas 6 mois, on était une contre l'autre dans un match à WrestleMania, et là, il y a eu un tout petit, comme une petite virgule dans ce match-là où on a un face-à-face entre les deux, mais le reste du temps, ça n'a pas eu d'impact vraiment que les deux soient là. Fait que c'est peut-être justement dans mes défauts d'écriture, pour s'amener à cette rivalité-là, ainsi qu'à l'intérieur du match, on aurait peut-être pu un peu plus l'exploiter. Le fait qu'on s'haïssait il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même eu une grosse trahison à l'intérieur de Damage Control. Mais là, on est tous redevenus gentils. Fait qu'on oublie ça. Et ben c'est ça. Après, c'est Raquel, la prochaine, qui rentre dans le ring. Raquel, quand même efficace. Ben, elle fait d'abord un cheap heat. Là. Elle fait semblant de prendre une table. Puis finalement, elle la prend pas. Ça marche plus ou moins. Pas fine. Ensuite, elle va dans le ring. Et là, écoute, on vole les mouvements de Authors of Pain. Parce que on a Nia Jax et Raquel qui pognent en genre de powerbomb. On frappe, on se fait des chin-chin avec des madames en powerbomb. Puis Pacloud, d'autres powerbombs sur les deux autres filles. Ça lookait plus, je pense, que AOP, pour vrai. Ouais. J'étais comme, ils font mieux que ceux à qui on a volé ce mouvement-là. Fait que je pense, écoute, si on les met en équipe éventuellement, Nia Jax et Raquel Rodriguez, ça pourrait être un bon finisher. Ça serait powerhouse du tabarnak. Ben oui, puis pourquoi pas, tu sais, on en a pas tant que ça, tu sais, puis on dirait qu'il n'y a jamais une run autour de la ceinture par équipe, tu sais, c'est rare qu'il y ait un des histoires autour de ça, mais d'avoir, tu sais, aussi différents types de match-up, et deux Madame Powerhouse, ben ça pourrait être un nouveau style qu'on n'a pas vu souvent à l'intérieur des matchs par équipe féminins. Ensuite, ben là, on a Rhea finalement, qui rentre avec son squelette, son gros masque de démon. Elle décide qu'elle amène des tables. Elle reprend le contrôle quand même rapidement dans la cage. La part de... Les gentils reprennent le contrôle, mais c'est Rhea qui fait le gros travail. Au point où elle peut même se permettre d'attendre Liv lorsque le décompte part. Puis elle est juste comme, ouais, viens-t'en, Liv, viens-t'en. Là, Liv sort de sa cage un peu inquiète, se sauve, reçoit son hit, mais elle revient avec un bat de baseball. Puis comme, let's go, je vais te frapper à coup de bat de baseball. Bon, ça rappelle l'histoire qu'on a eue de Liv qui a frappé à coup de batte de baseball la face de Rhea Ripley qui l'a éventuellement blessé. J'ai aimé ça, ce bout-là, parce que moi, jusqu'à ce point-là dans le match, je trouvais quelques beaux spots avec Candice, justement, qu'on parlait, mais je trouvais tout ça un peu sloppy. Fait que de l'entrée de Liv, à partir de l'entrée de Rhea, en fait, là, puis après ça, l'entrée de Liv, à partir de là, je trouve que ça pick up un peu, puis qu'on sera vraiment vers quelque chose de plus écoutable et de plus intéressant à regarder, là, à partir de là. Ben, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que puis tout ce qu'on rentrait aussi dans la cage était pas vraiment utilisé. C'était tout comme pour la séquence finale. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait, il n'y a rien qui se passait vraiment. On était vraiment en attente de quelque chose. Fait
À part, pour vrai, les mouvements de Candice, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses avant qu'on arrive avec tout le monde dans la cage. Fait que c'est un petit peu dommage, ça. Et là, ben là, c'est là. Le payoff commence et le gros booking commence à partir de ce moment-là. Fait que là, tout d'abord, on a toutes les méchantes qui reprennent le contrôle sur Rhea et à grands coups de batte de baseball. D'ailleurs, tu sais, des fois, les battes, là, on a déjà vu un bat, mettons, de Jericho ou de Sting qui avait l'air comme plus mou, genre, quand on frappait. Je sais pas si c'est celui-là, mais lui, il avait l'air dur, puis elle frappait pour vrai. Ça avait l'air, ça rentrait. Ça avait l'air de rentrer. Comparé au coup de pied de Naomi, là, ça rentrait. Ça, il rentrait bien, effectivement. Fait que je sais pas là, en quel matériel il était, mais écoute, ils ont trouvé quelque chose qui avait l'air vrai, puis qu'en même temps ne devait pas probablement faire mal. Fait que bravo pour la personne au décor qui a trouvé ça, parce que le bat était très bien fait, puis les coups avaient l'air de vraiment faire mal. On enchaîne ensuite avec les deux gros spots en même temps. Fait que d'un côté, on a Io Sky qui monte la cage, qui va rejoindre sa poubelle qu'il laisse en haut. Et de l'autre côté de la cage, on a Tiffany Stratton qui monte. Les deux sont chacune dans un coin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-elles faire comme Logan Paul et Ricochet, rencontrer dans le milieu puis exploser? Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Les deux ont sauté chacun de leur bord. Fait que du côté de Io, ben, on a fait son classique spot avec une poubelle. Fait que on revole avec la poubelle. Et du côté de Tiffany Stratton, on a fait un beau swanton du haut de la cage attrapé par tout le monde. Écoute, impressionnant ces deux mouvements-là. C'était très beau. Je sais juste pas pourquoi on a voulu les faire en même temps. Je suis d'accord. Parce qu'on dirait qu'on perdait la caméra, le fait de les faire les deux en même temps. Je pense que je les aurais isolés, les deux. Puis même dans le replay, ils montrent les deux en même temps. Tu essaies de voir les deux. Puis même que moi, je pensais que Tiffany avait fait son moonsault. J'étais comme, ben, c'est ça qu'elle est réputée pour. Fait qu'elle a fait son. Puis là, après, de réaliser qu'elle a fait un swanton parce que c'est toujours la poubelle, moi, qui m'impressionne. Fait que, ouais, je suis d'accord. On aurait pu les faire un après l'autre. Puis je pense que ça aurait pas dérangé, même que ça aurait pu être plus de valeur pour vraiment que la foule se concentre sur les moves qui sont faits une après l'autre. Là. Exactement. Je suis bien d'accord avec ça. On aurait pu les enchaîner back-à-back, mais au moins les isoler un petit peu plus. Parce que on va y venir au Wargame de Homme. On a un peu également cette séquence-là, mais que là, on a séparé les deux séquences qui se ressemblent. Et je pense que ça a été mieux fait à cause de ça. Oui. Mais c'était très impressionnant. Les deux filles, écoute. Oui, ça n'enlevait rien du côté athlétique et du côté dangereux de la chose, on s'entend. C'était très impressionnant. Par la suite, ben là, c'est ça. Tiffany a comme atterri sur tout le monde. Puis parmi les deux personnes qui ont atterri, c'est Liv et Nia Jax qui sont à terre, mortes. Et là, ça va filer dans la poubelle, enlève des affaires. Et là, qu'est-ce qu'il y a pas dans la poubelle? Elle a sa valise. Money in the bank. Ça s'accroche. Et là, elle va-tu cacher? Elle va-tu pas cacher? Et moi, on en avait parlé un peu dans le preview, est-ce que ça aurait pu être possible ou pas? J'aurais aimé la confusion de qu'est-ce que ça l'aurait créé. Parce qu'est-ce que ça aurait fait un petit match à l'intérieur du gros match, ça l'avait caché? C'est vrai, hein? Parce qu'on est à l'intérieur d'un wargame, fait que là... Là, tout le monde autour se bat, mais comme eux doivent se battre comme ensemble. Ouais, c'est vrai! Fait que, écoute, on a pas fait ça, mais avant que Seth Rollins cache à WrestleMania pendant un match, on savait pas plus que ça se faisait faire ça. Fait que ça aurait pu être une opportunité d'inventer une nouvelle règle, hein, que quand tu es dans un match spécial, genre un Royal Rumble ou un Wargame, ben si tu caches pendant ces trucs-là, c'est un nouveau match qui part à l'intérieur du gros match. Fait que j'aurais aimé, moi. Je pense que ça manquait le petit kick que le match de Wargame féminin avait pas, le petit côté impressionnant. Mais comme... Ce côté-là, j'ai trouvé un peu longuet aussi, là, elle a décidé d'être comme à côté. Ouais. Elle voulait choisir une ou l'autre. J'ai trouvé ça un peu longuet, ce bout-là. Ça serait peut-être plus un bing bang, let's go. Ouais, peut-être qu'on attendait que de l'autre côté, on sorte de la poubelle parce que c'est justement Io Sky qui arrive avec l'extincteur qui va partout et qui empêche un peu Tiffany de cacher son money in the bank. Il y a également Raquel qui a comme fait un petit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Puis, fait que, il y a comme eu deux personnes. Pendant ce là, Raquel se fait attacher le poignet aux menottes qu'on avait installé un peu plus tôt dans le match. Bon, je n'ai pas vu exactement comment, mais c'est à partir de là qu'elle est attachée dans le coin. Je pense que c'est Rhea qui l'attache à ce moment-là. Fait que ça sort un peu de l'équation Raquel Rodriguez. Et là, on est vraiment dans le début de la fin. Parce que là, tous les membres, on commence à les isoler et à venir leur faire des mouvements. Fait que du côté de Nia Jax, on s'y prend à deux. Bianca Belair et Naomi font un powerbomb dans une table à Nia Jax. Merci Nia Jax. Qui se protégeait bien parce que tabarouette, la tête a tombé loin. Elle a flippé, puis une chance qu'elle avait ses mains au bon endroit parce que ça a peut-être pu être une petite commotion parce qu'elle a comme un peu pas été tant ralentie que ça par la chute. Ensuite, bien évidemment,
on a Liv Morgan qui se fait pogner par Rhea Ripley et qui se fait faire le finisher de Rhea à travers la table, en haut de la 3e corde. Paclao, et c'est comme ça que le match se termine. Les gentils l'emportent. 1, 2, 3. Fait que, écoute, par pin. Toi, comment on en a parlé pendant, mais des derniers mots sur ce match-là qui, je pense, pas un des mauvais matchs quand même Wargame que j'ai vu à la WWE. Ouais, vraiment pas mémorable. Un bon finish, bon dernier 7-8 minutes, j'aurais pris juste ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Moi, j'ai surtout vraiment pas aimé les bouts impro mous entre les trucs. Je sentais que les filles prenaient peut-être un peu pour acquis le fait que la caméra n'était pas sur eux, mais en background, on voyait que ça se battait pas très fort. Puis si t'es là live, tu devais le remarquer que... La réalisation aussi est très différente d'un vrai match parce que la caméra qui est dans le ring est beaucoup plus proche. Ouais. Fait que j'ai l'impression que tu peux pas tricher tant que ça des moves ou tu peux pas tricher un coup de chaise. Si tu le donne-le pour de vrai ton coup de chaise parce que c'est plus dur. La caméra est là, à 2 pieds de toi, elle est pas à 6 pieds un peu plus loin où elle est capable d'un peu tricher en bougeant. Ouais. Fait que non, j'ai l'impression que ça pardonne pas ce genre de match-là. Puis faut apprendre de ça, se relever de ça. Puis je suis certain que. Ah ben, ils sont capables de faire un bon match. Ils l'ont montré, là, dans les 10 minutes, c'était écœurant. Fait que. Mais ça arrive, hein? Ça arrive. Ça arrive. Puis écoute, je pense que ça aurait pu être aussi une belle occasion de mettre un peu de sang, surtout dans un match féminin. Ça aurait relevé le tout. Ouais. J'ai pas l'impression que les filles sont pas game de le faire. J'ai juste l'impression que c'est un choix artistique de quelqu'un qui fait non, on veut pas qu'il y ait du sang. Mais je pense que ça aurait élevé ce match-là plus haut. Je pense que oui. De mettre un peu de couleur dans ça. Fait que, écoute, ça reste comme ça, ce match-là. Les gentils gagnent. Et là, on a un pin de Rhea contre Liv. Fait que probablement que cette histoire-là continuera de s'écrire. Ça fait quand même quelques mois qu'on se tourne autour. Au moins 6 mois qu'on se tourne autour, les deux. Fait que ça va se poursuivre, d'après moi, jusqu'au Royal Rumble au minimum. On va voir, hein, parce qu'on a aussi l'entrée sur Netflix. Hein, fait que ça va peut-être être un genre de pay-per-view déguisé, là, ce premier Netflix-là. Il risque de se passer beaucoup de choses, puis on va peut-être annoncer des gros matchs de ceinture pour ce Netflix-là. Donc, ça va installer l'année qui s'en vient, c'est sûr. Avec un retour de John également, qui est supposé être à cet épisode-là. J'ai l'impression que ça va être un épisode hebdomadaire, mais qui aura un aura de pay-per-view, probablement. Ça va changer. Parce qu'on a quand même un 2 mois, sinon pas de pay-per-view pour la WWE. C'est 1er février cette année, le Royal Rumble. Fait que on n'est même pas au mois de janvier. Ouh. Prochain match, on a le Shinsuke Nakamura qui est sorti. Il s'est fait entraîner par des magiciens de la triade. Et maintenant, a des pouvoirs, a un aura un peu lugubre autour de lui. Et il va affronter Nouvelle le chanson. gars. Ouais. Et le gars très, très dans le réel, LA Knight, qui est très vrai, qui est un personnage très, très vrai, qui vont s'affronter. Écoute, une rencontre de style qui sort un peu de nulle part parce qu'elle avait des programmes avec des gens un peu plus high flyer. Quand même bon, moi j'ai aimé ces programmes-là avec Andrade, avec Santos Escobar ainsi que Carmelo Hayes. Mais là, on amène un nouvel aspirant sorti de nulle part, Shinsuke Nakamura. Et tout d'abord, l'entrée, parlons de l'entrée. Très très beau, hein, cette nouvelle entrée-là. Tellement beau. J'ai mis également que c'était une entrée spéciale parce qu'il est rentré à SmackDown la veille, pas comme ça. Il n'y avait pas de masse, il n'y avait pas rien. Puis la tourne également était tantinée différente. Fait que j'ai l'impression qu'on a retravaillé entre les deux soirs pour finir le tout. Fait que ça sera peut-être sa nouvelle entrée avec un masque et tout ça. Mais pour l'instant, c'était nouveau. Fait que j'ai mis comme si c'était une entrée spéciale dans le questionnaire. Fait qu'on a eu 1 ou 2 entrées spéciales avec ces deux-là. Et c'est ça lookait, c'était beau. Et c'est enfin un personnage qui fait du sens aussi. Là. Oui. C'est une poursuite un peu de son personnage de chef où qui parle japonais, puis qu'on a les sous-titres, là, j'aime bien ça. Puis là, j'adore ça. Ça permet la couleur, sa personnalité ressort pour de vrai au travers de ça. Je continue ça. Exact. Puis de retravailler la chanson qu'on connaît puis qu'on aime de Nakamura, puis de la mettre de cette manière-là, je trouve ça très intelligent également. Vince avait toujours essayé de la tirer vers le bas pour que le monde arrête de la chanter parce que quand il devenait un heel, Vince n'aimait pas ça que la crowd chante la chanson. Ouais. Et sa chanson est tellement naturellement un hymne facile à faire puis à être hype. Puis ils ont trouvé une belle façon de juste bien têter ça. C'est très. Ça fait super bien. Puis c'est plus dur à cheerer pour ça parce que c'est un méchant, mais ça fonctionne. Ouais. Je suis bien content de ce qu'il donne.
Oui, Bravo, c'était ouais. très beau. Un beau look, en tout cas, avec Nakamura. Ouais. Et là, par la suite, LA qui arrive avec son classique. Le match, cependant, écoute, très rapide. Ça n'a même pas fait 10 minutes, ce match-là. Mm. Fait que, C'était un beau main event de Raw. écoute, c'était... Moi, ça m'a surpris à quel point on n'a pas mis autant d'emphase sur ce match-là. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe un peu dans les 2 dernières semaines. Mhm. Il est casé à l'intérieur du PLE, puis on lui donne même pas 10 minutes pour concrétiser le tout. Puis Un même LA Knight blessé, un LA Knight fatigué. je sais pas, qu'est-ce qui explique ça, parce que on a commencé le match, puis une bonne partie du match, on est à l'extérieur du ring, puis on fait plus des moves d'extérieur de ring, tu sais, on se frappe sur le bord, ses abords du ring. Mini offensive d'LA Knight, ensuite on revient, il fait un espèce de comment on appelle ça, un Burning Hammer sur le côté, qui est en rack attack, puis il fait un Burning Hammer. Il fait ensuite son elbow drop classique. Pas capable cependant de faire un pin à ce moment-là. Nakamura se glisse entre les 2 rings qui sont là. Et là, il y a un petit truc de métal à terre, fait qu'il en profite. On se bat, puis ça finit par un DDT renversé sur le truc de métal. LA Knight se roule dans le ring et reçoit le Kinshasa. 1, 2, 3. Kinshasa. Victoire rapide. Je sais pas c'est dans quel but. Est-ce que c'est LA Knight qui est blessé? Est-ce que c'est au contraire, on a un plan clair, précis pour Nakamura pour le prochain? Tu sais, Survivor Series, c'est comme la première étape, si on veut, avant le Royal Rumble. Parce que là, on a un chemin vers le WrestleMania qu'on voit pas venir, puis vers quelqu'un, je sais pas. Mais ça m'a vraiment surpris. C'est quoi le gros programme avec Nakamura? Encore avec un Sami Zayn? Est-ce qu'on va... Paul Levesque aime beaucoup ces classiques. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revoir une grosse feud entre Nakamura, extrêmement heel, et un Sami Zayn ultra babyface qui sort du Bloodline, justement, un peu plus tard dans la soirée? J'aillerais pas ça, par exemple, une grosse feud pour la US, une ceinture que Sami Zayn a encore jamais gagnée, pourrait aller chercher une victoire au Rumble, pourrait aller chercher une victoire à Toronto pour le US contre Shinsuke à ce moment-là, si le programme est capable d'être étiré jusque-là. Effectivement, cool. À Elimination Chamber. Écoute, j'en ai aucune idée. Ça s'en va vers où. C'est ça la beauté, parce que je suis très surpris de cette défaite-là. J'ai l'impression qu'on va rester autour de LA Knight quand même pour le prochain mois. Peut-être un rematch. Sûrement. Et est-ce que c'est pour donner un autre règne, pour augmenter le nombre de règnes de LA? Je sais pas. Monter ses stats, ouais. Je sais pas pourquoi c'était fait de cette manière-là. Fait que, écoute, un peu perplexe. C'est pas le meilleur match, évidemment. Un match en bas de 10 minutes, c'est rare que ça vole le show, là, à part si t'as des gros messieurs qui font des moves incroyables. Mais dans ce cas-ci, écoute, effectivement, c'est un Raw. C'est un match qu'on aurait pu avoir un Raw. Fait qu'un peu surpris parce que souvent, les matchs de pay-per-view de la WWE, ils ont un petit côté spécial. Et j'ai l'impression que c'est la première fois depuis un bon 6 mois que c'est juste un match parce qu'il y a un match. Fait que, on se croira l'ancienne garde un peu avec ce match-là. Ou on est au début de quelque chose qu'on s'attend pas de la part de Nakamura qui va monter là, ben haut avec une grosse... J'y sois traité. Peut-être que Nakamura fait comme OK, ben moi je te donne 6 mois. Après ça, je prends ma retraite, mais je vais tout donner pendant ces 6 mois-là avec un nouveau personnage, avec une nouvelle gimmick, c'est peut-être ça aussi là, qui est en train de nous préparer, nous montrer. Là. Peut-être, écoute. Moi, sur le radar, il y a peut-être AJ qui ferait peut-être du sens, sinon. Ah, j'aille pas ça. Le dernier feud qu'on a eu entre les deux, ça s'est fini avec des coups de poing dans le pénis. Fait que d'avoir quelque chose de plus legit, j'aillerais pas ça. On sait qu'il s'est blessé malheureusement à son retour, mais peut-être dans pas long, il va être guéri et il va partir en programme contre eux. Ouais, mais c'est ça. Ça peut être Rumble, ça peut être Chamber, ça peut être Mania. T'es comme on peut. Shinsuke peut avoir la ceinture un bon bout puis feuder avec quelques personnes. Justement, qu'il y a peut-être une genre de petite checklist qu'il veut faire pour être capable de se rendre et donner la ceinture à quelqu'un qui le mérite à ce moment-là avant de partir, soit pour une retraite ou partir encore un autre 6 mois, puis sans le revoir, là, qui sait. Mais c'est certain que j'ai l'impression que Nakamura est plus proche de la fin que du début. Ouais, fait que écoute, la victoire de Nakamura, US Champion, je pense que c'est son 3e règne déjà avec cette ceinture. Prochain match, avant le prochain match, on a une pub un peu drôle qui a eu lieu backstage. Avec Otis. Avec Otis, il veut pas sortir, il s'aime pas, il trouve un peu gros, trop manger de toque lors de l'action de grâce. Et on lui donne un gilet. Tiens, mets ce gilet-là. Maxine, il donne ça. Il ressort. Il fait oui, il me fait vraiment bien. Mais il avait pas mis ses culottes. Fait que on brouille tout ça. Écoute, c'était correct. C'était encore de l'humour. Un petit clin d'œil à Tyson.
Ouais. Tac. Il y avait pas de culotte pendant le match, en tout cas. Ouais, peut-être. Écoute, je sais pas, mais écoute, j'admets, ça a été mis, ça a fait parler un peu. Et là, on enchaîne avec le prochain match qui est Groundbreaker, champion intercontinental, qui va affronter Sheamus et Ludwig Kaiser. Je sais pas si t'étais hype pour ce match-là. Nous, on l'était quand même lors du preview. On espérait quelque chose de bon. En toute transparence, moi, je voyais la carte comme elle s'en venait. J'ai même pas regardé. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à regarder le PLE, puis au fur et à mesure que les matchs s'en venaient, ben, je les accueillais. Fait que j'ai pas eu le temps d'être hypé, parce qu'il m'est arrivé dans la face, j'avais comme « Oh! C'est intéressant, ça, Kaiser qui va se faire mettre en sandwich entre deux gros monsieur. » Finalement, il a tenu son bout. Ludwig, bravo. Bon match. Impression générale, pour moi, c'est le meilleur match après le Wargame masculin. Gros rythme tout le long. Les trois lutteurs qui ont fait exactement ce qu'ils avaient besoin de faire dans le match. On se teasait beaucoup. Le grand Slam, le grand chelem de Sheamus, c'est la seule ceinture qu'il n'a jamais gagnée. Fait que l'histoire était beaucoup autour de ça. D'avoir un Ludwig Kaiser. Là, on fait comment? Kaiser va servir de bois mort et il va prendre le pin pour être capable de pas nuire à Breaker pour que Sheamus soit capable. Et finalement, on va se rendre à la fin de ce match-là. Tu vas nous le décliner, j'imagine. Oui, on a construit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On ça différemment, mais effectivement, rapidement dans le match, on installe que Kaiser sera le méchant officiel du match. On a un peu Breaker qui est tweener, apprécié de la foule, même s'il a une attitude de badass. Fait que pour ce faire, on a Kaiser qui va chercher rapidement une chaise à l'extérieur et qui va installer ça dans le coin. Pendant que les deux autres le regardent et ils font « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Fait que là, déjà, reçoit un peu le hit de la part des deux. Les deux veulent lui casser la gueule et il s'en donne dans le cœur joie. Et tout le long, c'était un peu son rôle. Il était comme un peu le punching bag méchant entre les deux autres messieurs. Et de la manière qu'on a construit Sheamus à l'intérieur de ce match-là, j'ai bien apprécié parce qu'on l'a beaucoup protégé et on l'a quand même vendu fort. Fait que une fois que tout ça commence, on s'en va à l'extérieur. Quand même mis à l'extérieur, la foule justement est très over sur Sheamus, mais on a un magnifique genre saut de je sais pas où il part Groundbreaker qui revole sur les deux autres en genre de corde à linge pitché. Il y a tellement de propulsion et de vitesse Groundbreaker. Tout ce qu'il fait quand c'est lui qui se pitch, ça a tout le temps de l'impact. C'est super beau. Comment il fait ça. Il contrôle super bien son agilité et sa rapidité. Puis Sheamus, lui, joue le rôle du monsieur qui est plus fort, qui est plus powerhouse à l'intérieur de ce match-là. Fait que pour le battre, comme tout bon match, il faut attaquer une partie de son corps. Et la partie qu'on décide d'attaquer, c'est les côtes. Les côtes, fait que Groundbreaker ça commence à attaquer les côtes dans le milieu du ring. Tente un pin rapide et il y a un kick-out à 1. Mais là, pour baver un peu Breaker, même s'il se fait kick-out à 1, il commence à faire des push-ups en montrant que lui, il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté par les côtes. Pas mal aux côtes. Pas mal aux côtes. Fait que ça installe également le petit personnage un peu baveux, badass. Et c'était également quelque chose que son oncle faisait, Big Papa Pom. Il aimait ça faire ça également, après des kick-outs, pour ridiculiser son adversaire. On retourne à l'extérieur, se battre. Et là, Sheamus en revole dans la foule. Ludwig continue de se battre un peu avec Kaiser. Et il a comme oublié que Sheamus il va s'accoter sur le bord de la rampe. Et là, comme un espèce de monstre qui arrive en arrière, la face de Sheamus qui est comme « Moi te pogner puis moi te faire des coups sur le chest. » Il fait 10 coups sur le chest. Ensuite, même affaire avec... il fait la même chose avec le Breaker. Breaker également mange les 10 coups sur le chest. Sort de la barricade et saute, se pitch sur les deux. Un peu comme un peu plus tôt Breaker avait fait. Fait que c'est un petit rappel. Lui également, il saute, il fait double corde à linge sur les deux autres messieurs. Et là, on est comme, ok, parfait, il y a le momentum, Sheamus, celui qui va remporter, ramène du monde dans le ring, fait son Celtic Cross, fait que c'est comme un Razor's Edge. Mais il a mal. Il a mal, mais il réussit quand même à le faire. Il réussit. À Breaker. C'est pas facile. Tente le pin. 1, 2, non, simplement 2, c'est pas assez. Tente de monter sa troisième pour genre faire une descente du genou, quelque chose comme ça qu'il fait parfois, mais là, se fait surprendre par la vitesse et encore l'agilité de Breaker qui fait son Frankensteiner de la troisième, tout le temps bien exécuté. Enchaîne ça, il veut faire un spear, il cale, il se met dans le coin en petite boule à la Edge, à la Roman Reigns, à la tout le monde qui fait des spears, part à courir, mais là, Sheamus il le voit venir, puis il le pitch sur la chaise qu'on avait installée dans les premières minutes du match. Fait qu'on ramène ça, je l'avais un petit peu oublié moi de mon côté, j'avais oublié qu'elle était là, fait que ça a été bien fait. Fait qu'on rentre le spear dans la chaise,
il en profite, il enchaîne ça avec un broke kick, pogne le pin, ça va être fait, un spear d'une chaise, un broke kick, 1, 2, et non, Kaiser en méchant se tire l'arbitre. Let's go l'arbitre, va-t'en de Et là. l'arbitre t'a insulté. Elle était très insultée et encore une fois, Kaiser joue son rôle de méchant, petite marde. Parfait. Se met à attaquer Sheamus avec son propre bâton, là, le shillelagh. Le shillelagh. Shillelagh. Fait que donne des coups de shillelagh, elle remonte dans le ring, veut attaquer shillelagh, à coups de shillelagh. Son breaker également. Cependant, Shillelagh manqué. ouais, se fait surprendre cependant par un coup de genou quand même élevé du côté de Sheamus, qui c'est comme ça, les dernières forces qu'il a. Ouais. Il s'effondre sur Ludwig Kaiser pour un pin peut-être comme ça. 1, 2, et non, un kick-out. Et c'était tout ce qui restait. Mais je l'aurais pris également. C'est tout ce qui restait cependant dans le réservoir de Sheamus. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a trop mal. Il a trop mal aux côtes. Il se fait attaquer les côtes depuis le début. Puis là, à coup de shillelagh, ça fait mal. Fait que Kaiser, il en profite. Il fait ses finishers. Mais là, on avait un petit peu oublié Breaker qui s'était mangé une chaise d'en face. Fait que il revient un peu de nulle part. Et là, il le saute, mon gars. Regarde l'image là, que vous voyez. Il saute par-de. Il y a comme Sheamus mort dans le milieu. Il saute l'autre bord de Sheamus pour ramasser. Il doit sauter de, pour vrai 2 mètres de haut de même. Là, à l'horizontale. Puis il rentre en spear dans Ludwig Kaiser. Incroyable. Quelle propulsion de jambes, c'est fou. C'est Ouais. rentré au poste, ce spear-là. C'était tellement beau. Et là, ben là, on sort évidemment de cette manière-là, Ludwig Kaiser. Tranquillement, pas vite. Sheamus, ben, se relève et lui aussi, il va manger son spear. Un autre d'un côte. Et là, les côtes sont trop affaiblis. Oh. Ils sont rouge si vous jouez aux jeux vidéo. Et 1, 2 et 3. Pas capable de se relever. Et c'est Braun Breaker qui garde sa ceinture. Mais Bravo. j'ai aimé ça que Sheamus, à plein de moments dans le match, ait la chance de remporter la ceinture. C'est tout en fait volé un peu le match. Fait qu'on garde un aura quand même forte du côté de Sheamus. Et Ludwig Kaiser, son premier match solo pour une ceinture, j'ai trouvé qu'il a bien paru. Il a joué parfaitement son rôle de un peu troisième roue méchante qui vient foutre la merde. Et peut-être qu'on va continuer ce programme-là avec Sheamus, mais il n'y aura pas de ceinture cependant pour la suite. À voir. On n'a pas encore vu Raw de notre bord, fait que on sait pas. On sait pas si ça va vers où. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, sinon, du reste du match? C'est tout ce que tu as dit, déjà, Braun Breaker, il est toujours excellent. Il finit pas de m'impressionner de fois en fois avec la propulsion, avec le pouvoir, avec la justesse qu'il est capable de le faire aussi. Ouais. Il comprend bien, il vend bien, le personnage est clair. Kaiser m'impressionne de plus en plus. Et Sheamus, qui depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est un sans faute. C'est banger après banger. Ouais. Comme il dit. Fait que non, bravo aux 3 messieurs. Bien joué. Bravo. Ouais. C'est presque mon match préféré. Presque. Ben, écoute, ça a été bien. Ça a été bien, effectivement. Puis on était autour du 15 minutes. Fait que si on avait peut-être eu un 5 minutes de plus, on aurait peut-être pu encore faire plus de belles choses. Mais en même temps, c'était bon. C'était bon. C'est bon. Le temps était bon pour ça. Gunther contre Damien Priest, c'était le match pour la ceinture World Heavyweight de Gunther. Un rematch de SummerSlam. Et j'ai mis dans mes previews un rematch qu'on aurait aimé oublier parce que surtout de la manière, ça c'était ma crainte dans le preview qu'on nous raconte exactement la même histoire qu'on nous a raconté à SummerSlam et c'est malheureusement pratiquement un copier-coller de tout ça, surtout dans le finish. Fait que je sais pas à quoi ça a servi, ce match-là, pour faire. J'ai l'impression que c'est vraiment. On repart l'histoire d'où qui était à SummerSlam. Fait que, écoute. Sinon, au niveau du match en tant que tel, ça l'a été. Il y a une affaire que j'ai appréciée, puis c'est le jeu de Gunther. J'ai bien apprécié parce que dès le début du match, on a Priest, et c'est un peu comme ça qu'on a vendu l'entièreté de la rivalité avant de se rendre au match. Gunther s'est fait piner par Cody Rhodes, là, je te l'explique, Pierre, vu que tu n'as pas suivi, à Crown Jewel. Fait que depuis, il est comme shaky. Il n'a plus confiance tant que ça en lui. Fait que là, en début de match, c'est pour ça que Priest a une bonne offensive, puis Gunther, il va dans les cordes, il fait son heal, il ralentit, il sort du ring, il s'en va dans les cordes. Il un peu. Il sait pas par où prendre Priest, parce qu'il a comme plus confiance vraiment en lui. Et là, arrive un moment où Priest, il fait un coup d'épaule à Gunther, et là, il se pogne l'épaule. Il commence à vendre l'épaule. Et dès que ça a été fait, on a eu un shot de caméra de Gunther qui
avant ce moment-là, avait tout le temps sa face inquiète. Et là, à ce moment-là, il a son beau sourire parce qu'il remarque la petite faille dans la carapace de Priest. Je vais attaquer son épaule. Puis il revient dans le ring, puis Paclao à coups de pieds, de jambes, de soumission. C'est ça le match. Tout ce que tu veux, ouais. On frappe l'épaule gauche non-stop. L'histoire, c'est que Priest, en bon babyface, tente des soubresauts d'offensive ici et là. Mais Gunther reprend toujours l'avantage avec des chin-locks en attaquant le bras, en le faisant. Un moment donné, Priest, il fait son Razor's Edge. C'est comme les derniers. Un peu comme Sheamus dans le match d'avant. Puis c'est le même move, c'est ça qui est bizarre. Sheamus vendait les côtes. C'était le dernier move qu'il était capable de faire pour vrai. Et même chose du côté de Priest. Il fait le Razor's Edge et c'est le dernier mouvement qu'il est capable de faire parce que par la suite, l'épaule est plus là. Elle est toute rouge. Et là, il se fait faire un espèce de Kamura par Gunther. On monte sur la troisième corde pour faire un espèce de superplex. C'est Gunther qui veut faire le superplex. Cependant, Priest se défend, repousse Gunther. Un beau sell de ce côté-là de Priest parce qu'il tombe en même temps que de repousser Gunther. Il frappe la corde, la troisième corde, et il roule vers l'extérieur. Et c'est tellement bien joué que la foule pense que c'est un botch. Ouais. Ça s'entendait? C'est genre, la foule criait « You fucked up, you fucked up ». Et il n'y avait pas fucked up. Il avait juste super bien vendu, ce bout-là, parce que c'était clairement prévu qu'il tombe à cet endroit-là, parce que qui arrive pas? Le petit Finn Balor qui vient faire un coup de grâce à l'extérieur. Et pas fin. C'est ça, c'est pas fin. Il attaque, et là, ça vient pas mal sonner la fin du match. Gunther attaque quand même Finn Balor en chemin, parce qu'il est comme pas trop content de se faire encore déranger une deuxième fois dans ce match-là. Ça vient mettre un peu de... C'est ça, un peu... Ça enlève un peu le prestige de cette ceinture-là, hein, parce que ça arrivait pas souvent qu'il perdait de cette manière, ou qu'il gagnait de cette manière-là avec l'Intercontinental. Il gagnait souvent clean. Et là, son règne de champion du World Heavyweight est un petit peu moins clean à cause de Finn Balor. Est-ce qu'on aura une suite à ça? Peut-être pas un match de pay-per-view, mais peut-être un match de Raw où que Gunther va être fâché, il va dire tu fuck tout le temps mes matchs avec Priest. Je sais pas. Mais Finn est capable de donner des matchs extrêmement stiff contre... c'était un genre de shoot là, qu'ils ont fait à NXT quand Finn était là contre... je me souviens plus de son... Timothy Thatcher. Okay, C'était un genre de cage et les deux ont sorti de là avec des mâchoires cassées. Autant du côté de Finn que de Timothy Thatcher. Fait il a été les deux ont été très très physiques. Gunther est réputé pour faire des matchs très stiff, très physiques. Fait que j'ai l'impression qu'un match contre Finn et Gunther, avec l'aura de ce qu'on voit présentement de Finn qui est plus un peu plus tweener, un peu plus méchant, qui lutte en heel, qu'on a vu moins souvent, et un Gunther qui il s'en vient babyface, j'ai l'impression. J'en dirais qu'il... En tout cas, il est comme un heel, mais un heel respectable. Ouais, c'est peut-être... En tout cas, j'ai l'impression qu'ils s'apprêtent un beau clash des styles entre les deux, où on donne quelque chose de très, très physique, et j'aimerais ça voir ça. Comme tu dis, est-ce que ça mérite un PLE? Je sais pas. Finn n'a plus l'aura qu'il a déjà eu il y a quelques années. Maintenant, c'est un main event de Raw. Ça serait cool, ça serait le fun. Ouais, cool. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la fin de tout ça sera probablement Finn contre Priest pour un autre match. Même si on l'a eu. Un autre match, ouais. On l'a eu à Bad Blood. Ils vont nous redonner, malheureusement, parce que quand il revient dans le ring, Priest, justement, il se fait endormir. Fait des petits dodos dans le ring, faire une prise de soumission. Et c'est Gunther qui gagne par soumission et garde sa ceinture sous le regard de Finn, qui est encore fâché de Priest. Fait que c'est pas fini, malheureusement, cette rivalité-là. Sais-tu, on nous demande, est-ce qu'il y a des blessés? Il y a plus de blessés qu'on pense et c'est des fillers qu'on est en train de nous feeder. Je sais pas, parce que là, on nous refait vraiment quelque chose qu'on nous a raconté. Tu sais, mettons, dans ma tête, Bad Blood, c'était comme la fin des rivalités. Là. C'était pas... Ça se continuait pas. Tu sais, McIntyre, CM Punk, ça s'est terminé là. Puis je trouve ça dommage qu'on n'a pas la même chose du côté de Rhea Liv et on n'a pas la même chose du côté de Finn et Priest, parce que ça aurait pu être la fin et qu'on parte sur d'autres programmes, mais bon, c'est pas ça qu'on fait, malheureusement. Fait que c'est ce match-là, écoute, c'est pas le meilleur match. De mon côté, j'ai pas tant apprécié, même si je vais te donner à César ce qui appartient à César. Gunther vend bien et le storytelling du match est clair, mais c'est un rythme très lent comme match. Et, ouais, je vais donner une note. Ça peut-tu que Gunther a pris un peu de masse, un peu de du baby fat? J'ai remarqué qu'il avait une face un peu plus ronde qu'il a déjà eu. Ceci dit, je trouve ça positif. Ça fit dans son personnage. Je le trouve un peu plus menaçant quand il était un peu plus en chair.
pour le personnage de Gunther. Puis c'est lui qui gère son physique. Là. C'est comme... C'est pas du body shaming, là. Je veux juste dire que j'ai remarqué qu'il a une face un peu plus ronde et je le trouve encore plus menaçant dans son personnage. C'est tout ce que je dis. Puis rendu là, ben, il gère ses salades comme il veut, là, rendu là. Fait que je veux juste dire ça, que je trouve que ça ajoute au personnage et à l'intimidateur qu'il peut être. Ouais. Et j'espère qu'on le fera passer à un autre appel maintenant qu'on a eu 2 victoires claires contre Priest. Ouais. Puis que malheureusement, ben, Priest risque de continuer à tourner autour de Finn Balor. Donc, on va voir dans les prochains mois, ça va donner quoi? Prochain et main event de la soirée. On a l'histoire qu'on construit depuis 4 ans sur la Bloodline. Et là, on est rendu avec 2 Bloodlines. La nouvelle Bloodline qui, comme les 2, Solo Sikoa et les fous qui n'ont pas été acceptés dans la Bloodline avant, contre l'ancienne Bloodline. OG Bloodline, avec comme chef Roman Reigns et les mêmes acteurs qu'on avait à l'époque, Sami Zayn, Jimmy Uso. Et là, un petit nouveau, CM Punk, qui est un peu... Un petit nouveau, ouais. qui est comme le représentant de Paul Heyman. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah, c'est comme Paul Heyman qui est comme... Il peut pas se battre, fait qu'il a choisi son champion, puis c'est CM Punk, son champion. Avec Paul Heyman, c'est que ça cache quelque chose de plus. Ça peut pas être juste ça que Paul Heyman nous présente. Paul Heyman a tout le temps un coup en avant de tout le monde, ou 2, ou 3, ou quelque chose dans sa manche. Est-ce qu'il va se tourner? Est-ce qu'il va tourner contre? Est-ce que contre Roman, il va rester heel comme Paul Heyman est capable de le faire avec un CM Punk à côté de lui, et peut-être même avec un Brock Lesnar à côté de lui, avec un Curtis Axel à côté de lui? Je pense pas, mais ça me ferait beaucoup rire que Paul Heyman nous fait un dernier tour de piste avec ses anciens champions, puis là, un moment donné, il reçoit un appel de Curtis qui est comme Who are you? Puis là, ça me ferait bien rire ça mais comme je pense que Roman est capable de vivre toute seule dans une entité. Il n'a plus besoin de Paul Heyman, même si c'est une plus-value pour le Bloodline. Maintenant, avec un Paul Heyman qui va plus vers un CM Punk, peut-être même avec un retour de Brock qui serait fucking sane. Brock attire du monde, ça c'est indéniable. Fait que je sais pas où ça s'en va. Paul Heyman me fascine comme personnage. Il est... Le pep talk qu'il a fait au début du match, au début du vrai match, là, pas quand le monde rentrait, là. Il est bon. C'est qu'il est bon. Ouais, on va y venir, puis c'était... On va y arriver, oui. C'était mon match préféré de cette carte-là. C'était-tu le tien également? Oui, pour tous les détails, pour tous les petits easter eggs, les petits... les clins d'œil, les poignées de main, puis pas pour Tangaloa puis Tamatonga, malheureusement, mais pour le reste, oui, absolument. Tu vois, j'ai quand même apprécié, moi, Tangaloa là-dessus. Je trouvais qu'il y a de plus en plus son personnage de genre de hyène, de roi lion. Ouais. J'aille pas ça, puis justement, avant même le début du match, on a une introduction un peu à la team de football. Je sais pas si c'était comme ça, le football aux États-Unis. Mais tu sais, tous les joueurs devant la caméra sont genre Maxime Berriard, Université de l'UQAM. Puis là, genre, ils se présentent tous. Et qu'on a eu ça avec les 2 Bloodlines. Ils sont tous présentés, puis ils allaient de où. Puis il y avait des gags. Écoute, ça faisait penser un peu à Key and Peele. Fait que j'ai bien apprécié ce sketch-là, allez voir ça. C'est tellement du génie niaiseux, là. Fait que ça ressemblait à ça. Fait que, tu sais, t'as même un gars qui dit qu'il est dans l'université du tch. Puis bref, plein d'affaires. Puis Jacob Fatou qui est juste I love you! I love you solo! C'est quoi? En tout cas, ça m'a fait bien rire, cette petite vidéo-là avant le match. Fait que bravo de l'avoir fait. Évidemment, le nouveau Bloodline arrive uni. Hein, même si Bronson, lui, faisait pas partie, il arrive uni quand même. Les 5, c'est la même chanson, on arrive ensemble. Bronson a du sang Samoan dans lui. Là. Son genre grand-père était Samoan. Fait que il y a quelque chose là. Il y a quand même quelque chose, mais il est surtout dévastateur. Il est surtout un aura de monstre présentement. Il t'a pété une taille. Il était assis bas. Oui, on va y venir. Puis de l'autre côté, tout le monde rentre en solo. Hein? Tout le monde a sa chanson. Fait que il y a déjà une petite différence du côté des 2 équipes. Fait que j'ai aimé ces petits détails-là. Et c'était vraiment une histoire qui allait aller dans tous les sens. Et je pense que le chemin qu'on a choisi, c'est le chemin le plus simple et le plus le moins surprenant, entre guillemets. Même si des fois la non-surprise peut être surprenante. Mais j'ai l'impression qu'on continue sur le fleuve à long terme. Mais j'ai bien aimé qu'avant le match, on ne sache pas trop où ça allait parce que ça aurait pu aller dans toutes les directions. Et c'est efficace pour ça. Fait que déjà dans l'entrée, écoute, ça passe proche de se battre. Là. On a même, je sais pas si toi de ton côté,
on a coupé la caméra. Fait que je Ouais. pense qu'il y a eu des fuck you qui se sont faits. Puis là, on voulait pas que la WWE voit ça. Et je pense que ça s'envoyait chier pour vrai. Fait que, Oui. on a comme été trop loin dans nos personnages et on est obligé de couper le feed. Fait que, on n'a pas vu. Mais je pense que c'était des fuck you qui se faisaient donner. Oui, mais c'est ça, comme il essaie de se frapper au travers de la cage, Ouais. puis ça devient noir. Moi, je fais comme, Chris, c'est Bray Wyatt qui arrive. Tabarnak, qu'est-ce Ah, qui se c'est passe? ça. Qu'est-ce qui C'est arrive? Malakai Black qui revient. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis là, un moment donné, ça revient, puis là, ils sont tous séparés, puis ils sont comme. Ouais. Oh. M'étonnerait que c'était un wardrobe malfunction. Vraiment, c'était plus quelque chose qu'on voulait Je pense pas, pas. qu'on voulait pas mettre. J'ai hâte de voir si ce genre de truc-là, on va plus l'assumer quand on va être rendu sur Netflix. Parce que là, on est sur. J'espère que oui, j'espère. J'espère aussi, parce que des fois, je suis comme, hey, tabarouette, là, c'est de la lutte, là. Avec c'est des. pas, Un finger, là, un moment donné, là, Mais ouais, non. fuck you qui slip, là, regarde, là. Mais c'est parce que c'est de la lutte. Tu sais, je suis comme, on n'est Ben- pas à Radio-Canada, là, Non. en plein débat, là. Où, C'est pas la BBC ici, là, c'est. Fait que, bref, on va voir. La lutte, c'est de la Ouais. lutte pour moi. Fait que, et là, justement, la super belle entrée, super belle image également de Jey Uso, qui rentre aussi tout seul, parce que c'est lui, la personne qui a été désignée du côté des gentils de la OG Bloodline. Et de l'autre côté, ben, c'est justement Tama Tonga, qui joue un peu, c'est cage, il est fou, là, un peu comme une hyène en cage, il attend dans le coin pendant ce premier 5 minutes-là. Écoute, c'était très... On jouait avec la foule, là, beaucoup. Là, tu sais. Ouais, on ouais, entendait ouais. les cris, on surfait là-dessus. Tu sens aussi un peu plus le côté vétéran de Tama Tonga plutôt que Tanga Loa. Si on compare les deux. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette position-là. Fait que Jey oui. et Tama Tonga jouent un peu plus avec la foule. Et c'est un peu justement l'histoire qu'on nous raconte, c'est que c'est de la faute à Jey s'ils n'ont pas l'avantage. Fait que il va subir ses propres conséquences. C'est lui qui va commencer à 2 contre 1. Voilà. Parce que c'est lui qui a perdu le C'est match ça. la veille. Fait que c'est de Mais sa il assume. faute. C'est de sa faute, mais il assume. Fait que on s'échange pendant ces 5 minutes-là les avantages, mais ça finit que c'est Jey qui est en top. Mais qui rentre comme deuxième participant, c'est Reed. Et là, Reed, il arrive avec plein de chaises. Il pitche plein de chaises dans le ring. Ouais. Puis là, Jey, il est debout. Il est comme, on va m'en servir des chaises sur le pitch. Il commence à pitcher, lui, tous les chaises sur Reed pendant qu'il rentre. Comme un monstre. Et là, il y a du no-sell de Reed qui est juste comme, m'en fous de tes chaises. Il frappe, il pitch à terre, puis il se rend finalement à Jey Uso. Fait que quand même apprécié. On l'a construit. Je pense que c'est. Ben, à 2-3 moments, il est très monstre. Là. Il est très, mettons, comme l'aura de Braun Strowman dans ce match-là. Puis ça, c'en était un exemple. Les no-sells sur les chaises qu'on pitch. Reprend l'avantage, évidemment. Puis là, ben, à 2 contre 1, on pète la gueule comme il se doit à Jey. Ouf. On finit on top. Et là, on attend qui va être le prochain qui va rentrer dans le ring. Et le prochain qui rentre dans le ring, ben, c'est son frère, Jimmy. Et pour vrai, le match qu'on a eu quand même décevant entre Jey et Jimmy à WrestleMania, je peux pas croire que Jimmy n'était pas blessé. Parce que Non, c'est ça. là, il arrive moi, là, et il est honnêtement, bon là, dans ce match-là. Jimmy, pour moi, a été meilleur que Jey dans ce match-là. Ah, Il shinait plus, il était plus tight, c'est lui qui a fait le gros T, des gros high spots. Ah, oui. Jimmy était en feu dans ce En match-là. feu, là. puis il était Vraiment. Là. Puis dès qu'il rentre, tu sais, il part en mission pour sauver son frère. Ouais. Il fait un super beau corkscrew, moonsault. Quelque chose qu'on va pas si souvent que ça faire, là, Oui. tu sais, Jimmy Uso, sur les deux méchants. Fait que, tu sais, moi, il y avait comme. Après WrestleMania, on dirait, j'ai fait comme, oh, Jimmy, il est mort, là, tu sais. Sa carrière se termine, malheureusement, avec un match un peu boboche comme ça. Mais non, hey, il Non. nous ressort un excellent match pour ce match-là. Fait que là, on revoit également la chimie des deux Usos. Fait qu'ils reprennent comme un peu l'avantage de ça. Et quand arrive la fin du 3 minutes, c'est qui va rentrer de l'autre bord? Ben, c'était rendu autour de Tanga Loa. Mais là, oh non, il reçoit une main sur l'épaule de Solo Sikoa, le chef. Fait, non. Là, les Usos sont trop forts. J'envoie mon MVP. J'envoie mon joueur étoile. J'envoie mon gars que j'envoie sur le powerplay quand j'ai besoin d'un but. Jacob Fatou, t'as toi Ah ouais, d'y Jacob. aller, mais pas mon gars de 4e trio, Tangaloa, qui est juste là parce qu'il est dans la famille. Je mets le gars qui pète tout et que tout le monde capote dessus. Il envoie, puis lui, il dit je t'aime, Solo. Et il rentre. Si, Solo. Moi, ce que j'ai lu là-dedans, c'est que le match de Gorilla of Destiny et les Usos, on va se le garder. Ce 2 contre 2, ce tag team-là, Mhm. ces 2 tag teams légendaires-là, un au New Japan puis un en Amérique du Nord, on va se le garder pour un autre moment. Ça sera pas là qu'on va le voir. Même Ouais. si ça aurait été dans le Wargame, j'ai l'impression qu'on veut vraiment garder cette chimie-là pour plus tard. autre chose. Et aussi parce que Fatou, ben, il aime Solo. Exact. Ben, écoute, puis je pense que ça a aussi installé un espèce de combat de capitaine. Le fait que Solo fasse ça, on va y revenir lors de la prochaine entrée, mais
Là, tu sais, c'est comme, ok, je change mon plan de match parce que là, ça se passe pas comme prévu. Fait que oui, c'était toi qui étais supposé. Mais là, non, faut que je m'ajuste. Fait que j'envoie Fatou. Fait que j'ai bien aimé comme la construction également du personnage de Solo en faisant ça. Oui. Puis là, ben là, évidemment, comme toujours, quand Fatou rentre dans le ring, ben, Là, il pète tout. Là. il pète tout. Puis pas juste kayfabe. Dans nos télés, on regarde ça, on fait tabarouette qui est bien bon, ce gars-là. Il ressemble à personne. Il fait entre autres là, un des mouvements qu'on voit que j'ai pas vu, que j'ai vu Will Ospreay faire, que ça vous donne quand même quand je vous te mets dans la même phrase que Will Ospreay. il part par-dessus un des deux Usos, il va sur ses mains, il fait un kick, un espèce de deal kick, mais ses mains dans la corde, dans un des deux Usos, il revient sur ses jambes, fait un standing moonsault dans la même genre enjambée. Il est pas petit, là! C'est pas un petit monsieur, là! Il est tellement agile pour sa grosseur, puis il manque rien non plus. Il est hyper efficace. Fatou, je sais pas pourquoi il a pas été là avant, puis pourquoi on l'a pas, on a pas mis. Tu sais, il y a quand même quoi, 32, 33 ans, tu sais, il y a pas 22 là. Il part de. Ah, tu vois, cet homme-là est incroyable. Il est excellent. Ouais. Et qui reprend le contrôle des deux Usos, et on fait entre autres là, évidemment, une fois qu'il a pris le contrôle, il va chercher ses deux boys, puis comme là, revenez à vous, Reed et Tangaloa. Et là, on fait un espèce de move à deux qui est comme. On prend en tout cas, les deux gros monsieur prennent en croix la personne, un des deux Usos, comme ça. On fait le pendule. Et là, Tangaloa, pas clos, il fait basculer. Fait que c'est quand même beau comme mouvement. Très cute. Il n'a pas été assez isolé pour l'impact, je trouve que ça méritait, mais il y a eu un gros wow dans la foule là, d'avoir vu ce mouvement-là. Mais à la caméra, on dirait qu'on l'a perdu dans le cafouillis un peu de tout ce qui se passait. J'ai l'impression, tu dis ça, là, j'ai l'impression que l'expérience live était beaucoup, beaucoup plus le fun qu'à la télé. Même dans le Wargame féminin, il y avait beaucoup de This is Awesome, de This is Awesome. Fait que j'ai l'impression que d'être là et de peut-être justement la caméra qui est pas capable de cacher tous les petits défauts, être live, tu fais comme, ok, wow, c'est incroyable ce que je regarde. Même chose du côté des messieurs, là. J'ai l'impression. C'est ce que j'aperçois. Ouais. Et là, ben, la fin du 3 minutes arrive et c'est au tour de CM Punk, mais comme Solo a fait plus tôt, Roman Reigns décide que non, je change mon plan. Sami Zayn, vas-y, c'est moi qui décide. Et est-ce que c'était par orgueil? J'avais l'impression que c'était plus par orgueil qu'il le faisait, alors que Solo, c'était plus par stratégie. Et là, ça l'a amené des petits regards du côté de Reigns et on continuait la tension entre CM Punk et Roman Reigns continuait de se construire à ce moment-là et qui aurait pu déboucher à quelque chose de très différent que la fin qu'on a eue, mais j'aimais ça qu'on nous le raconte parce que ça laissait une tension à l'intérieur du match. Fait que évidemment, Sami Zayn arrive et j'ai été un peu surpris. Sami Zayn quand même vendu fort, reprend le contrôle rapidement. Fait entre autres, il va entre les deux rings puis il fait genre son petit tap dance entre les deux rings sur le truc de métal sur Reed. C'est un mouvement qu'il a fait également lors de la dernière participation au Wargame. Et là, par la suite, saute dans les airs et saute sur Jacob Fatou. Encore une fois, une erreur, parce que Jacob Fatou, il est pas petit, là, Sami Zayn. Là. Il est genre 6 pieds plus. Il doit être au moins un bon 200 livres. Et Jacob Fatou l'attrape. Comme John Cena attrape des gens. Il le pogne. Puis il est comme, let's go, je l'ai pogné. Mais tu sais, il s'est pitché de la haut de la 3. Fait que là, il se revient de bord, mais il mange un super kick. T'sais, ça prend comme 2 personnes pour mettre à terre Jacob Fatou. Il est vendu hyper fort dans ce match-là. Puis ce qu'il fait, c'est impressionnant quand même d'attraper un grand monsieur comme ça. Ouais, Jacob Fatou attrape Sami Zayn comme John Cena attrape les rêves d'enfants. Exact. Tout à moi ça. Tout de suite, ça. Fait que là, ben là, évidemment, il commence à être un peu fou, Jacob Fatou, à ce moment-là. C'est là qu'il a fait son genre de dans le coin, là, il s'assoit dans le coin sur les cordes puis il spring par en arrière. Là. Exactement, il est genre, hey, va-t'en le caméraman, faut que je fasse mon move. Tasse-toi, toi. Tasse-toi. Puis là, quand il arrive, il se sert, puis t'as genre juste sa face de fou, malade mental de même, qui est juste comme. Hey, quel personnage, il y a vraiment un hit factor fort. Et c'est à ce l'année, là. Vraiment, vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'évidemment, ça sonne. Et c'est le tour de Roman Reigns de rentrer, mais il se fait frapper l'épaule par CM Punk qui décide d'y aller à sa place. Fait qu'on continue d'installer la tension entre les deux. Reigns n'est pas content. CM Punk, lui, un peu niaiseux, parce que là, c'était le Bloodline qui était clairement à l'avantage à ce moment-là, et qui rentre un peu 4 contre 1, là, tu sais, rendu à ce moment-là du match. Mais il rentre pas tout seul. Il rentre avec son ami, la boîte à outils rouge. Hein? Si vous écoutez les émissions pour enfants, toujours amener sa boîte à outils rouge si on veut se battre. Toujours.
Fait que- Toujours. Puis c'est ça, ben, tu sais, la boîte. Il y a de l'historique, il y a de l'histoire Ben oui. avec la boîte à outils. On s'en Ouais. souvient dans Hell in a Cell, à quel Ouais. point ça a été productif d'avoir cette boîte-là. Exact. Fait Il que s'est là- dit, combinaison gagnante, on la porte. Exact. Fait que tu commences à clear le ring à coups de boîte à outils dans le dos de tout le monde. Et ça enchaîne des espèces de kicks. De kick tu sais, ses genoux dans le coin, là, il fait ça. Ouais. Il fait ça, trouve entre ça autres, à Jacob Fatu. Tellement mou, là. Ouais. Mais il va faire un à Jacob Fatu, puis là, ensuite, ben, tu sais, il pogne en bulldog. Il Ouais. part à courir, puis il drop direct sa boîte à outils rouge. Punk a sauté par-dessus la boîte, puis l'a droppé en bulldog. C'était beau, là. Ah, c'était beau. Mais là, qu'est-ce qui se passe pas? T'attaques la tête de Jacob Fatu, fait que c'est comme si t'attaquais rien. Non, seul complètement. Caclao! Caclao, il se réveille, il prie Solo Sikoa, c'est comme si il avait pour ça un bulldog pis un coup de genou dans la face, et enchaîne avec il pogne CM Punk, il pitch dans les airs, il l'attrape en Samoan Drop, super beau, c'est un de ces beaux mouvements-là qui fait Fatou, mais tabarouette, tout ça, j'ai frappé mon micro, désolé, mais tout ça marche, tout est efficace, je suis tellement excité, tu sais. Pauvres gens qui sont juste à l'audio. Excusez. on vous salue quand même. Et ben là, c'est ça. Et là, c'est rendu au tour de Solo Sikoa de rentrer. CM Punk et sa boîte à outils n'ont pas réussi à reprendre l'avantage. Et Solo rentre et décide qu'il va barrer la cage. Il va la barrer. Ça va être juste à lui, cette cage-là. Il ne va pas laisser d'autres gens rentrer par la suite. Comme s'il y avait un toit. Comme si c'était couvert au complet, la cage. Exactement. Fait que là, il commence à diriger le trafic. Fait que là, il dit toi, Bronson Reed, fais un tsunami sur Sami Zayn. Fait que là, Bronson Reed, il fait un tsunami sur Sami Zayn. Il fait toi, Jacob Fatu, fais un super beau moonsault sur les deux Usos qui sont empilés. Fait que là, Jacob Fatu, il fait ça. Et là, il y a le temps de Roman Reigns d'arriver, puis il est comme c'est barré. Puis là, ben, je pense qu'il lit dans tes pensées. Il comprend qu'il peut monter, il peut grimper, il n'y a pas de toit. Fait que là, tout le monde essaie de l'empêcher de monter, mais ça marche pas, il est trop fort, il a tout son stamina à ce moment-là. Fait qu'il donne juste des petits coups, et ça sell comme si c'était genre Ric Flair dans ses dernières années. Là, il est tellement fort, Roman Reigns, à ce moment-là. Il rentre dans la cage et il se pitch en springboard sur tout le reste de la nouvelle Bloodline. Peut-être du high flying de même de Roman. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans ses belles années. Il y a au moins 10 ans, là. Un gros speech de même là, sur tout le monde. Là. Il y a quand même 4 personnes qui l'attrapaient, mais c'est impressionnant. Ça fait une belle shot. Et là, à ce moment-là, ben là, Paul Heyman, parce que là, Reigns, il est fâché, il prend le contrôle, il relève tout le monde, mais il relève tout pas. Le monde sauf CM Punk, il relève pas CM Punk. Fait que là, les deux, ils se regardent, et là, Paul Heyman arrive. Il fait son pep talk. Il est comme là, t'es le meilleur au monde, t'es le Tribal Chief, mettez-vous ensemble. C'est le War Game! Et là, beau timing, la cloche elle sonne exactement après qu'il ait dit ça. Comme si quelqu'un l'écoutait. Fait que c'est très bien. Beau timing. Et là, on a la classique shot de toutes les War Games. Les 5 équipes, dans chacun leur ring, puis qui s'affrontent. Ils sont comme dans un Wall of Death, comme s'il y avait un band metal qui jouait. Exactement. Puis là, ben, on traverse les codes, on se rejoint dans le milieu, puis un gros coup de poing sur la gueule, on se frappe, on se casse la gueule. Alors tout le monde se sépare, se pogne quelqu'un. Pong puis Reigns s'en allent du côté de Fatou et Solo. Et là, prennent l'avantage. Fait que là, t'as CM Punk qui pogne sur ses épaules, Jacob Fatou, en position GTS. Pendant ce temps-là, Reigns s'en va dans les cordes pour essayer de faire un spear sur Solo. Mais les deux sont pas loin, fait que Solo est intelligent. Il pogne. Un peu comme Sheamus le fait plus tôt à Braun Breaker, il pogne Roman Reigns puis il pitch le spear dans CM Punk. Fait que là, ça donne une chaise, c'est dans CM Punk. Misfire. Et la Misfire. Petit manque de timing de ce côté-là, parce qu'il a comme dû se reprendre. Parce que je pense que c'était Punk qui était pas prêt à le recevoir. Fait qu'en bon pro, il est resté dans les cordes un peu plus longtemps. Mais quand même bien rattrapé. Ça a eu l'effet que ça voulait. Exactement. S'ensuit par la suite une domination un peu de tout ça. Mais là, Jacob Fatou monte. Comme il a fait un peu plus tôt dans le match, monte sur la 3e, il fait son super bon moonsault, mais il se pète le genou en le faisant. Et là, tout un sell, parce que j'y ai cru. Il a comme mal tombé, il commence à vendre le genou. Et le fait que j'y ai cru, c'est que le reste du match, c'est comme poursuivi, comme si genre, oh fuck, faut qu'on cover, genre, qu'est-ce qui vient de se passer.
faut essayer que ça paraisse pas qu'il est là pis qu'il a mal. Ouais, fait que comme là, l'arbitre va le voir, il se fait cacher dans le coin pendant que les autres comme font le mouvement qu'il était supposé faire. Fait que là, moi, à ce moment-là, je fais, il s'est-tu vraiment blessé au genou? Puis c'est quelque chose qu'on nous a vendu il y a déjà 2 mois de ça, quand il s'était fait mal justement au genou. Et quand c'était arrivé, mais la nouvelle Bloodline avait perdu. Fait que est-ce que c'est vrai cette fois-ci? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, on va le savoir. Ça va coûter un petit peu le match parce que là, on n'a pas un Jacob Fatu à 100% qui va finir le match. S'ensuit, on installe une table et là, le gros spot du match. Ouf. On a Bronson Reed qui décide qu'il monte en haut. C'est un gros monsieur, Bronson Reed, un gros monstre. Il monte. C'est haut, hein, une cage de Wargame. Il continue de monter. Ah, il monte longtemps. On installe Roman Reigns sur une table. Puis là, Reed, il regarde en bas, puis il est comme, m'a me pitcher. Puis il finit par se pitcher. Et là, le timing de tout ça, comme ça a été manqué plus tôt, là, Punk et Reign ont eu un excellent timing parce qu'il est lancé, Reign est encore sur la table. Ouais. Et comme, il va l'accueillir, là. Puis il est déjà parti, là, tu sais. La gravité fait que plus t'as une grosse masse qui descend, plus elle va descendre vite, là. Puis Bronson Reed... Je sais pas si c'est le même la gravité, mais... C'est une grosse masse parce que c'est écrit big avant son nom, je veux dire... En tout cas, gravité ou pas, tu peux pas la contrôler, hein. Tu peux pas, genre, ralentir le temps, rester en suspens dans les airs le temps qu'il s'enlève. Fait que là, à la dernière seconde, Punk arrive, le sort, c'était tellement bien fait. Punk a pilé sur son orgueil, lui qui a mangé un spear il y a 5 minutes juste avant. Il aurait pu rien faire, mais non. Pour l'équipe, il l'a fait. C'était super beau. Puis la table explose en 1000 morceaux de Bronson Reed. Écoute, ça doit pas... Je sais qu'il y a des petites genouillères, là, Bronson Reed, mais il y a des genoux de fou. Il y a des genoux de fou, tabarouette, pour atterrir de même dans haut de Il y a des petites genouillères. C'est que c'est drôle. Tu sais, c'est pas... Adam Cole s'est cassé des jambes pour moins que ça, fait que... Il s'est pas cassé de genoux là-dessus, Bronson Reed, mais c'était... Ouais. Bravo, très beau spot, même. Fait que là, on dirait que c'est là que le respect de Reign arrive. Fait que là, CM Punk qui est mort à terre parce qu'il venait de le sauver, et là... Il offre la main. Tiens. Je vais te relever comme je n'ai pas fait plus tôt. Il le relève. Mais là, boum. Le reste de la New Bloodline commence à les péter les deux. Solo Sikoa, il en profite. Un like dans la gorge. Je vous rappelle, vous pouvez faire un like dans la gorge aux vidéos également. Roman Reigns est à terre, il est mort. Mais là, de l'autre côté, on a tout le reste du monde qui sont un peu morts. Fait que les Usos, ils commencent à reprendre le contrôle de leur bord. Pète le monde. Sami Zayn s'enjoint. Fait que ce trio-là reprend le contrôle de son côté du ring. Fait que de l'autre côté du ring, pendant que de l'autre côté, c'est mort. Et là, un peu comme on a eu avec Bronson Reed, on a Jimmy Uso. On installe Jacob Fatu sur la table. Il monte. Il continue de monter. Il monte sa troisième. Ouais. Sa troisième, puis il est comme... Ça me semble pas assez haut. Pas assez haut. Faudrait que je monte plus haut. Il monte. Il se rend en haut. Et là, pour vrai, j'ai eu un peu des effets de Shawn Michaels parce qu'il était tellement à l'horizontale rapidement quand il s'est lancé en haut de la cage. C'est un des plus beaux splashs que j'ai vu Jimmy Uso faire. Et c'est ça qu'on dit, ce MVP du match, Jimmy Uso, parce que les 2-3 fois qu'il est mis de l'avant, il ressort fort. Et la shot, justement, de quand il tombe, là, c'est super beau. Il est à l'horizontale parfaite, comme Shawn Michaels dans son match contre Razor Ramon. C'était super beau. C'était vraiment très bon. Vraiment. Fait exploser la table, ce coup-là, avec un Jacob Fatu qui est toujours sur la table. Fait que là, boum, on vient d'enlever de l'équation Jacob Fatu. On vient d'enlever, en fait, de l'équation pas mal tout le monde. Il reste juste Solo Sikoa de l'autre côté. Reign regroupe les troupes. On est 5 contre 1. On entoure Solo Sikoa. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, Reign, il offre quand même une dernière chance à Solo. Il ouvre les bras, puis il dit Tu me reconnais-tu comme Tribal Chief? Tu me reconnais-tu? J'ai quand même apprécié le fait qu'on mette ce détail-là. Que, malgré tout, Reign il est encore prêt à le pardonner, puis à le rentrer dans sa bloodline. Mais non. Et Solo, c'est lui le chef dans sa tête. Fait qu'il se met à attaquer, mais là, 5 contre 1. On fait un classique. On enchaîne tous les finishers de tout le monde. Tout le monde. Pauvre Solo, il mange tout. Il finit ça avec un spear. Et, ben, la OG Bloodline remporte avec CM Punk. Le match, après le match, on a un petit face-à-face entre CM Punk et Roman Reigns qui se termine avec une poignée de main. Un peu comme on a fait avec Cody Rhodes, hein? Fait que, on dirait... l'histoire se ressemble. Je sais pas ça va ressembler à quoi, le Road to WrestleMania. Mais il y a plusieurs éléments dans l'histoire de Reign
autour de poignées de main d'anciens rivales. On s'entend pas que c'est pas un ancien rival, mais avec de la manière qu'il a été rentré dans le match, catapulté dans le match, ben il peut être un ingrédient à cette histoire-là qui va continuer de tourner autour de Roman Reigns. Absolument. Et ben, le match se termine comme ça. Tout le monde fait le point, le doigt dans les airs, pendant que il dit qu'il faut qu'on aille faire des petits dodos. Il est trop tôt, il est trop tard, il faut aller faire des petits dodos. Fait que, écoute, une belle fin, mais surtout un match écrit, très scripté dans la manière, dans la forme de le faire, et ça termine ce Survivor Series. Là. Il y a plusieurs choses là-dedans. On nous a habitués, j'ai l'impression, à Survivor Series, des gros retours, des gros arrivées. Quelque chose de gros, d'énorme l'année passée, c'est CM Punk qui est arrivé. Ouais. J'ai été un peu déçu à la fin que ce soit juste ça. Puis, comme tu le dis, par exemple, tout ce qui est arrivé devait arriver. On s'y en attendait, oui. Mais un peu comme dans l'humour, parce qu'il y a plein de parallèles à faire avec l'humour et la lutte. Des fois, quand un humoriste fait une joke et on s'attend à la fin d'une anecdote, d'une joke, d'une twist, mais on la veut quand même. Je crois que c'est cet élément-là qu'on a dans le Survivor Series, de faire comme pas de grosse surprise, pas de gros pas de turn, wow, énorme, pas de turn, ni rien de ça, pas de trahison, rien de ça, mais on l'a vu venir, on s'attendait à ça, et on sort de là quand même content et heureux de ce qui s'est passé. Fait que je pense que belle fin, après coup. Quand j'y repensais, j'ai été 7h30 dans mon char aujourd'hui, j'ai eu le temps d'y penser en esti, je te dirais. Fait que satisfait avec la fin. Quand même, ça ouvre plein de portes. Ça n'en a fermé aucune, ça en ouvre plein. Donc, cette histoire-là avec le Bloodline qui continue à juste être all over the place, puis on sait pas où ça s'en va. Exact. Et pas de trahison, on reste tous fidèles du côté du Bloodline. Fait que j'ai hâte de voir, d'après moi, parce que là, on a Kevin Owens qui a un programme présentement avec Cody Rhodes à Saturday Night Main Event dans quelques semaines. Mm-hmm. Et par la suite, ben, peut-être que le prochain sur sa liste, si jamais Cody, ça se termine, ça sera peut-être Sami, hein? Parce que Sami est retourné du côté de Ray. Ah, il était pas content. Et on a eu une excellente promo du côté de Kevin Owens au dernier SmackDown où il parle justement qu'il va transformer le American Nightmare en Canadian Dream. Et toutes les raisons pourquoi il déteste Cody. Et toutes ces raisons-là tournent autour de Roman Reigns. Fait que ça me surprendrait pas qu'il y ait un petit programme d'ici WrestleMania qui tourne autour. Tout est connecté à quelque part. C'est tellement bien écrit. Tout est tellement bien écrit. Tout est... C'est dans le même univers. Ouais. Tout se parle. Tout a un lien. C'est vraiment bien. Ouais. L'histoire des Usos aura peut-être le chemin du Gorilla of Destiny. Et peut-être que l'histoire de Zayn aura comme fin finale à WrestleMania Kevin Owens. Je pense que j'apprécierais ça avec un petit chemin entre-temps, en passant par la cause Roman Reigns, évidemment. Fait que, écoute, c'est bien écrit. On va voir ça s'en va vers où, tout ça. Oui, c'est ça. Ils peuvent le choper n'importe quand. Ouais, fait que, vous, comment vous avez trouvé ce Survivor Series-là? Selon les personnes qui ont répondu au sondage, c'est de bon à correct. Fait que, tu sais, c'est autour de 70%, ça. 7 sur 10. Un B. B, B-. Ouais, B moins. Je pense que les autres matchs, un petit peu, c'est très story-driven et il n'y a pas de match de lutte qui a été extraordinaire. Mais bon, il y a eu quand même des beaux spots. Quand même dommage qu'on n'ait pas de sang dans des wargames. C'est le petit côté qui me déçoit un peu. C'est une stipulation. C'est là qu'on a de voir les changements avec Netflix et vers où ça peut aller, là, tout ce côté-là plus adulte, disons. Exact, parce que c'est des stipulations qui, d'habitude, égalent 100. Donc, de ne pas en avoir, c'est triste un peu pour tous les gens qui ont passé à travers les autres wargames, qui ont dû laisser des litres de sang dans le ring. Et là, ou dans les Blood and Guts. C'est un peu le même. Exactement. Fait que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, évidemment. Prochain épisode, le prochain épisode, ça risque d'être les previews de World's End. Fait que c'est quand même dans un petit bout, le prochain épisode officiel. Fait que si vous êtes à l'audio, si vous voulez voir d'autres contenus en entendant, allez sur YouTube parce que je fais les petites dégustations. On les met plus dans des gros formats parce que la flexibilité d'être seul fait que c'est plus facile de faire juste des petites vidéos sur chacun des shows plutôt que des gros podcasts avec des invités et tout. Et on se réserve ça pour les pay-per-view maintenant, les podcasts. Et entre-temps, il y aura évidemment la fin d'année. Fait que je vous ferai probablement des vidéos sur mes meilleurs matchs de l'année, les recrues, très tout cool. Ça. Et on aura... Il y a du bon match. Il y a du bon match Will Ospreay dans 90% de tous ces matchs-là. Dans les miens surtout. Et il risque d'avoir également un questionnaire de fin d'année
Donc ça ne fait pas partie de vote, mais ça serait plus pour avoir votre opinion sur la communauté des sommeliers de la lutte. Ça accumule pas des points. Non, Come ça on. accumule pas de points, mais ça va donner des trophées au final, des trophées Ah, fictifs de qui gagne recrue de l'année, qui gagne meilleur match, meilleur lutteur. Fait que, ça sera fait en même temps que je vous donne mes choix à moi. Un genre de standing du sommelier, Maxime. Exact. Fait que les miens versus ceux de la communauté. Voir Sur la communauté, exactement. si on se rejoint à des endroits. Donc, Cool. sinon, ben regardez, je devrais être dans le podcast également de Let's Play dans les prochains jours, prochaines semaines. Et Nice. peut-être ailleurs également. On aura d'autres invités. Mais le prochain podcast officiel sera World's End, fort probablement. Donc, en attendant, ben, c'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay. pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde! Bye. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.